Voilà, on va y aller. Et juste au moment où je dis ça, il y a 3 personnes qui arrivent. Bonjour, il y a des polycopes devant. On est en train de commencer. Alors, donc bienvenue au déjeuner spectacle. Là, bon appétit. Voilà, pensez à ceux qui ne peuvent pas bouffer parce qu'ils font court. Merci pour votre compassion, merci pour elle, merci pour moi. Voilà, et pensez à ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter un sandwich, c'est aussi super parce que du coup ça sent jambon cru dans toute la salle. C'est pas cool. Alors, donc, je vous annonce la couleur parce que des fois vous n'êtes pas, enfin vous savez qu'il y a Amphi de Culture G, mais vous n'êtes pas forcément au courant de ce qu'on fait dedans, de qui officie, etc. Donc c'est moi déjà. Et ensuite, donc je vais vous parler un petit peu du sujet qu'on va aborder. La bonne nouvelle, c'est qu'on a on non-mange demain également. D'accord? Donc on a aussi amphi demain à midi. Attention parce que c'est dans l'autre amphi. D'accord? Enfin, sauf s'il change dans la nuit, mais en principe c'est en Cassin. Ok? Voilà, donc petit conseil pratique. Je vous ai distribué le polycopier aujourd'hui, pour être sûr que vous l'ayez, etc. Puis on va un petit peu en parler. Cependant, on va surtout en avoir besoin demain. Donc essayez d'avoir en tête de bien le rapporter demain. Ou sinon, voilà, vous le laissez dans le sac, quoi. Vous oubliez-le et demain faites « Ah, mais en fait, je suis trop forte, je l'avais sur moi, je l'ai gardé, bravo moi. » Voilà. Donc, je vous ai toujours pas dit de quoi il s'agissait. En fait, voilà. Qui a fait ça ? Voilà, donc pour ce qu'il en est de l'amphi qu'on va faire, enfin des 2 amphis qu'on va faire aujourd'hui et demain, aujourd'hui on va continuer le travail qu'on avait amorcé sur le temps en parlant de la science, tout en abordant quelque chose de très différent puisqu'on va plutôt aborder la science sous l'angle biologique et médical aujourd'hui et demain. Et l'idée qui préside à cet amphi, donc il y a une première idée qui était à l'origine, donc je ne vais pas vous raconter tout, mais quand je suis arrivée il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement, je voyais qu'en fait vous véhiculiez, c'était la même chose que sur le temps, vous véhiculiez les idées d'hier, quoi. Et en fait qu'il n'y avait pas de cours sur ce qu'on appelle les changements de paradigme. Et donc, je vous ai un petit peu défriché le truc sur la science. Bon, après, on est allé loin. Mais vous voyez qu'il y avait quand même une petite mise à jour à faire. Puisque, en fait, on en a parlé avec certains en TD. En fait, il y a un retard entre ce qui se produit dans le monde de la recherche et de la pensée et ce qui arrive à l'université. Et donc, il y a une espèce de zone où c'est assez terrible parce que les choses existent déjà dans la recherche, mais elles ne sont pas encore enseignées à l'université. Et du coup, l'université, au lieu de vous ouvrir les portes du monde de demain, vous ancre dans les algues des eaux profondes et toute leur adhérence des paradigmes d'hier. Donc ça, c'est le premier point. J'avais dit, il faut qu'on fasse un point sur la science. Et c'est devenu les 3 amphis. Donc jusque-là, il n'y avait que sciences-croyances. Et du coup, je mettais tout dedans. Et c'était intenable. En 4 heures, on avait le temps de rien faire. Du coup, j'ai rajouté l'amphi-temps. Et donc là, on va pouvoir, contrairement aux autres années, mais ça vous en foutez, parce que vous n'étiez pas là les autres années pour cet amphi, mais plus déterminer le champ qui est biologique et médical. Alors pourquoi le champ biologique et médical ? Pour plusieurs raisons. Donc certains d'entre vous qui commencent à me connaître pas mal ont remarqué que j'ai un petit problème avec tout ce qui est institution, classification, etc. C'est pas vraiment ma came, quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste c'est pas seulement un espèce d'instinct de sale gosse pseudo-révolutionnaire. C'est aussi parce que il y a besoin, dès qu'il y a des institutions, de rappeler que préside aux institutions, en deçà des institutions, un bouillonnement dont l'institution a sélectionné une part seulement pour des raisons, pour une part elle aussi, parce qu'il y a une part vertueuse, pour des raisons qui vont être politiques et idéologiques. Et du coup, ce qu'il faut penser, c'est qu'à partir du moment où vous avez institution, vous avez forcément déjà perdu une part de l'ébullition et du potentiel de la recherche. Et c'est pour ça que je milite pas contre les institutions, je milite pour la conscience que l'on a face au monde institutionnel, que c'est forcément juste une part des choses, et qu'une institution ne peut pas être par nature la vérité
ni la réalité. Donc, en gros, c'est pas l'idée, ah bah les institutions, elles font que de la merde, c'est pas du tout ça. Je lutte contre l'illusion de l'institution, qui est à partir du moment où il y a institution, dogme, etc., plus besoin de réfléchir parce qu'on croit que c'est le bien, le vrai, le bon, le juste. Alors qu'en fait, s'il y a institution, il y a mise à l'écart de tout un pan de l'ébullition qui présidait à l'institutionnalisation, et donc l'institution est forcément partielle. Et si on veut concilier, parce que moi je pense que c'est totalement conciliable, c'est juste que ça demande un peu de taf, quoi. Si on veut concilier le fait de vivre avec des institutions et le fait de continuer la recherche, de ne pas perdre de vue l'ébullition, etc., il faut partir du principe que les institutions sont nécessaires, mais qu'elles ont un effet, j'allais dire pervers, c'est pas ça, un effet secondaire, on va dire comme pour les médicaments, ça vous soigne, mais en même temps, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est que ça peut figer la pensée et donner lieu à ce qui, selon les époques, va être la chasse aux sorcières, la mise à l'écart d'un pan de la réflexion et un appauvrissement de la pensée. Et je trouve que justement, à partir du moment où on est à Bac plus 4 à l'université, on ne peut pas se satisfaire d'une célébration institutionnelle qui serait en gros le fait d'admettre comme point de départ que si les institutions sont là, c'est parce qu'elles sont bonnes et que l'idéologie en cours est juste et contestable, mais juste sur certains points superficiels. Et donc c'est ça un petit peu l'obsession que j'ai d'essayer de vous décrasser de ça. Et en gros, j'essaie de développer quelque chose que je commence à appeler une éthique de la transversalité. Et donc là, on va le faire à partir de la médecine, mais ça marche avec quasiment tout ce qui a pignon sur rue, tout ce qui est institutionnel, et ça va jusque dans des choses comme la pédagogie, la parentalité, l'autorité, donc ça va au-delà des institutions. En gros, si on avait eu la chance de bosser sur Antelme au 2e semestre, ce que j'ai décidé de ne pas faire cette année parce que je voulais, il y a c'est l'impératif du grand O, et du coup j'ai plutôt choisi Todorov qui était mon kiff de l'année dernière. Donc on perd rien, mais on n'a pas Antelme, on ne peut pas tout faire. Et si vous voulez, ça va jusque dans les rapports humains, où je considère que rien qu'à partir du moment où vous dites le pauvre, le voleur, le ceci, le cela, ou même le prof, l'étudiant, vous pensez en catégorie. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les institutions, et vous réduisez le tout à la partie. Donc il y a un phénomène métonymique qui n'est pas grave en soi, qui est juste un côté pratique. C'est normal qu'entre profs, on vous appelle les étudiants pour désigner un groupe. Mais si on fait ça, il faut avoir conscience qu'il y a un effet pervers potentiel qui est celui de perdre l'individualité, le bouillonnement. Et le bouillonnement, c'est par exemple qu'il y a certains d'entre vous qui sont peut-être étudiants, mais c'est peut-être par la force des choses ou pour un ensemble de raisons qui nous sont complètement inconnues et qui font de vous aussi un être humain complexe, etc. Donc, le fait de nommer ne doit pas faire perdre de vue la complexité. La dernière fois, quand je faisais une immense parenthèse dans un cours avec certains, comme ça a été le cas pas mal en TD ces dernières semaines, j'ai expliqué que c'était très dur d'être maman dans ces conditions, puisque ma fille est en ce moment en pleine peur, découverte de la peur. Elle a 6 ans, c'est sa 7e année, et du coup, il y a des soirs où à l'endormissement, elle a peur des voleurs. Et du coup, au début, je commençais à lui dire que on était au 6e étage et qu'on avait une porte blindée et que ça devait aller, ça devait suffire, elle pouvait faire dodo. J'essayais d'évacuer le problème. Et puis, elle, évidemment, elle a sorti des arguments très plausibles, dans le genre, oui, mais s'il a des gants à scratch et qu'il se colle à la paroi, alors il va pouvoir monter jusqu'au 6e. Oui, mais ma chérie, il y a des volets, il y a des vitres. Oui, mais s'il la découpe avec une scie, alors j'ai dit, tu sais, monter 6 étages avec des gants à scratch et une scie, c'est compliqué. Bon, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je lui ai dit, tu sais, de toute façon, les voleurs n'existent pas. Bon, en fait, à partir du moment où j'ai dit ça, ça n'a pas du tout intéressé ma fille, au sens où elle a commencé par me dire, ah bon, c'est comme les sorcières. Alors, je lui ai dit, pas tout à fait. Mais j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait des gens qui, par nécessité, prenaient ce qui appartenait à autrui, et d'autres qui le faisaient avec plus ou moins de sens, mais que le voleur n'existait pas. C'était une personne qui volait. Voilà. Et ça l'a pas du tout intéressée, parce qu'elle a 6 ans. Mais en gros, c'est pour vous expliquer que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui à travers la médecine et les institutions, ça s'ancre dans une réflexion de fond sur ce que j'appelle l'éthique de la transversalité, et qui est, les désignations sont des outils de vivre ensemble pour un caractère purement pratique.
l'enfant, le voleur, la justice, l'institution, etc. Mais que dessous, il y a un foisonnement, une réalité extraordinairement complexe et bien tissée, bien tenue et très mystérieuse, et que le fait de désigner par facilité ne doit pas la faire oublier. Alors maintenant, comme en fait j'ai commencé à faire ça dans ma thèse, où je m'en suis pris plein la gueule déjà en fait, donc soyez un petit peu sympa avec moi, j'ai beaucoup souffert. Dans ma thèse, en fait, j'ai expliqué que les genres littéraires nuisaient à la pratique de la littérature et que l'enseignement de la littérature tel qu'on le pratiquait nuisait à l'approche sensible des textes, de leur beauté intrinsèque, de leur connexion mystique, etc., etc. En gros, j'ai arrêté d'être prof de lettres parce que je trouvais l'enseignement de la littérature trop scientifique. Donc vous voyez que je suis quand même un ayatollah. En gros, si vous voulez, à partir du moment où on me donnait des grilles en disant ce que tu dois enseigner, c'est des figures de style et dire le roman c'est ci et la poésie c'est ça, moi j'avais envie de me flinguer parce que ce qui m'intéressait c'était de prendre un texte et de voir son unicité, son bouillonnement intérieur sans les grilles extérieures. C'est pour ça que je vous assomme en grand eau en essayant de vous dire ne partez pas d'une grille qui va vous enfermer, partez du foisonnement et rattachez-le à des choses auxquelles il ressemble. Vous allez retrouver les grilles mais vous n'allez pas éteindre la flamme du texte, quoi. Donc ça, voilà. Et donc en gros, vous auriez pu avoir un amphi sur le décloisonnement des classifications génériques en littérature, mais je pense que l'intérêt aurait été limité. Mais c'est pour vous dire que le point de départ, c'était ça allait jusqu'à une éthique de la transversalité. Et en fait, après, quand je suis un petit peu revenue de la littérature et de sa manière de l'enseigner, quand on passe 7 ans sur une thèse, ça peut aussi calmer certaines ardeurs. Et on découvre beaucoup d'aberrations dès qu'on plonge dans un monde spécifique. Et du coup, je me suis dit, bon, ça me semble pertinent, l'histoire de casser les catégories. Mais il y a des domaines de la vie qui doivent être plus immédiatement, à fleur de peau, que le monde littéraire et ses catégories. Je continue à penser que c'est super important, et donc, pourquoi pas l'appliquer à la question scientifique, c'est-à-dire à ce qu'on croit le plus dur, c'est le plus intéressant. C'est le plus borderline, c'est là où vous faites le plus assommer parce que les gens ont le plus de réticence à y aller. Et mon but, c'est pas de vous faire un amphi d'ailleurs, il faut bien comprendre où je me situe, c'est juste pour vous redonner le sens de l'ébullition, du foisonnement et de la complexité. Mais en gros, le plus intéressant, c'était de confronter ce potentiel d'éthique de la transversalité aux catégories qui semblent les plus légitimes. Et donc la catégorie qui semble la plus légitime, c'est le paradigme scientifique, avec ses institutions plus ou moins vertueuses, comme l'Organisation mondiale de la santé, la classification internationale des maladies, et des pratiques que vous avez. Alors là, je compare le dogme, je vais le faire beaucoup plus en douceur après, là c'est en guise d'introduction, mais vous savez qu'avant le dogme scientifique, vous aviez le dogme religieux. C'est évidemment pas pareil, il n'y a pas du tout les mêmes fils qui tissent ces deux domaines. Il y en a un qui s'attache à la vie terrestre et au bien vivre sur Terre, ça c'est la science, et la religion s'attachait à la connexion avec autre chose que le terrestre. Donc c'est deux champs qui n'ont même pas besoin de se mettre dos à dos pour exister, puisqu'ils ne s'attachent pas à la même chose. Quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait de pratiquer quelque chose les yeux fermés, parce que c'est considéré comme acquis et incontestable. Et là, si vous voulez, les gens qui vivaient dans un paradigme chrétien, de dogme chrétien, en gros, si vous voulez, dans les pratiques, le commun des mortels ne mettait pas en cause le fait d'aller à l'église le dimanche, qu'il y avait un Dieu, qu'il fallait essayer d'avoir une vie terrestre où on tue pas son prochain parce que c'est une loi sacrée, des trucs comme ça. C'était vécu. Et dedans, il y a du juste et du faux. Et puis il y a toute la relativité de l'individualité aussi. Bon, maintenant qu'on est revenu du dogme religieux, ça ne sert plus à rien. Ce serait tirer sur l'ambulance. Le dogme religieux, quoique avec ce qui se passe actuellement, on pourrait y réfléchir, mais c'est encore autre chose. C'est pas le dogme religieux vécu comme ça au quotidien. Bon. Et le truc, donc la question que je trouvais intéressante, c'était de se demander si dans ce dogme scientifique qui nous semble si évident, vous tombez malade, vous allez chez le médecin, il vous donne une ordonnance, vous passez à la pharmacie, vous prenez les médicaments, vous êtes guéri, vous retournez bosser. Qu'est-ce que dans ce cycle, il peut y avoir de plus vertueux et de moins faux que ce qu'il pourrait y avoir dans le dogme précédent, le dogme religieux? Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de toujours pertinent
dans la crainte de la mise à mal de l'ébullition qu'il peut y avoir derrière le dogme scientifique. En gros, mon idée, c'est pas de dire n'allez plus chez le médecin, c'est que de la fumisterie, etc. C'est que vous puissiez choisir de la manière avec laquelle vous vous situez dans une salle d'attente, dans le dialogue avec votre médecin, etc., que vous repreniez une part du recul nécessaire pour être des individus pensants et pas des robots lobotomisés qui bouffent l'opium de l'idéologie en cours. Vous vous rappelez, évidemment, je fais en creux allusion à l'opium du peuple qui était la religion. Il y a de l'opium du peuple dans tout ce qui est institutionnalisé et non remis en question. Et donc, j'aimerais vous faire un petit parcours historique pour vous montrer que ce qu'on vit aujourd'hui comme normal, c'est fondé sur une série de choix, tantôt pertinents, tantôt abrutissants, tantôt directement nocifs pour la pratique qu'on a aujourd'hui, notamment des maladies. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Alors, autre point de mon introduction, le dernier point étant le bagage théorique avec Kuhn et Illich. Le point théorique, c'est du coup pourquoi la médecine et pas les institutions politiques. Ça pourrait être tout à fait aussi intéressant puisque c'est tout aussi immédiat. C'est quelque chose qu'on vit, par exemple, on en parlait hier, on est dans le paradigme démocratique, mais vous voyez bien que même si vous continuez d'aller voter quasi par automatisme, pour, on va dire peut-être pas pour vous, mais pour une grande partie de la population, voter c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'écrasement de l'individualité, d'une réflexion profonde sur quel est le sens d'aller mettre un bulletin dans une urne, des trucs comme ça. Ça pourrait être, c'est dans le vécu quotidien actuel, donc ce serait passionnant de le remettre en question. Pourquoi j'ai pas choisi ça ? Parce que y a quand même une incarnation subjective aux amphis qu'on fait, même si on est censé être de purs esprits objectifs, évidemment, comme le veulent les historiens que vous avez vus dans l'amphi histoire. Vous savez qu'il y a l'école des annales qui dit machin, maintenant, à partir de maintenant, pop, on est objectif. Et là, t'as envie de rigoler, t'as envie de dire « Ah bon, laisse-moi rire ». Et après, en rétrospective, tu te rends compte qu'ils ne l'étaient pas du tout. Qu'en voulant être objectifs, ils se sont désobjectivisés. Donc tout ça pour dire que tout ça pourrait être passionnant. Mais il y a quand même une incarnation dans un questionnement personnel. Vous commencez à le voir quand même, que ça se dessine. Et en fait, l'ancrage dans toute cette réflexion qui a commencé pour moi il y a 15 ans, c'était en fait une prise de conscience d'un filon qui exploitait notamment beaucoup dans les formes fictionnelles, romans, films, téléfilms, séries, et qui est une mise en scène du drame par le biais de la maladie. Et en gros, on vous tire des larmes avec une mise en scène qui est extraordinairement récurrente, et qui est, on vous montre une famille où tout se passe bien, c'est génial, ils sont gentils, vous vous identifiez, vous les kiffez, vous suivez leurs aventures, et puis un membre de cette famille, paf, la maladie lui tombe sur un coin de la gueule, et tout se met à être désespérant et horrible. Et ça, c'est la représentation, en fait, on est dans la mimésis aristotélicienne, on est dans la mise en scène cathartique de choses qui nous touchent personnellement. Je pense que, même si vous avez, si dans l'échelle du temps, vous êtes encore très récent sur cette terre, le drame n'épargne personne et on a tous perdu des proches, parfois par des maladies longues, et c'est horriblement injuste. Et moi, cette réflexion découle de cet horrible constat d'injustice qui est horriblement exploité par la fiction pour nous tirer des larmes, et qui est, mais pourquoi ? Pourquoi la maladie choisit-elle un tel ou un tel ? Et évidemment, ce questionnement est interdit. Aujourd'hui, si vous dites essayez, moi c'est ça que je vais vous faire en fait. C'est pas arrêter de vous faire aller chez le médecin, arrêter de prendre vos médocs, etc. Mais de voir qu'est-ce qui vous répond quand vous dites pourquoi ? Pourquoi ? Et vous pouvez même l'essayer si vous voulez vous éviter le drame, parce qu'il y a des sujets trop sensibles quand on perd quelqu'un d'un cancer ou de choses comme ça. On n'a pas le pourquoi, il devient ontologique, donc ça devient terrible la réponse du médecin qui en plus avec la blouse blanche, vous avez vu les expériences de Milgram, l'impact de la blouse blanche.
la blouse blanche. Donc, l'impact de la blouse blanche, le mec qui arrive à faire virtuellement tuer un autre être humain, parce qu'il lui dit continuez d'appuyer sur le bouton. Vous connaissez cette histoire, on l'a vu peut-être en première année. Et le mec continue d'appuyer sur le bouton parce qu'il y a un principe d'autorité, il y a un mec en blouse qui lui dit, d'accord ? Donc imaginez l'impact qu'a votre médecin si vous êtes en détresse, vous lui demandez pourquoi et il vous dit il n'y a pas de raison. Vous allez le prendre, ça va vous bouffer, quoi. Donc faites-le sur des trucs sympas juste pour rigoler. Mettons vous avez une sinusite, vous mouchez de la merde jaune là, et vous allez voir votre médecin. Et vous dit je vais vous mettre du, je sais pas, vous avez un terrain allergique, vous allez faire une cure de, je sais même plus comment ça s'appelle ce truc-là, machin, et puis je vais vous prescrire de l'augmentin. Voilà, ça va tuer les bactéries. Voilà. Et là, arrêtez-vous et dites mais pourquoi ? Et là, en fait, il va vous dire oui, il y a des cyprès près de chez vous parce qu'en ce moment c'est la saison des cyprès. Donc toutes les explications logiques potentielles. Et vous allez dire oui, mais j'ai une voisine qui a un terrain allergique qui vit à côté, dans le même quartier que moi et elle a pas ça. Et poussez-le à bout, il va vous foutre dehors à coup de pied au cul. D'accord ? Ou il va vous répondre ça n'a pas de sens, ou il va vous envoyer chez le psy. Et en plus, sachant que envoyer chez le psy, quand ça vient du médecin, ça a un sens hyper négatif. C'est-à-dire que si vous faites la démarche de vous dire en gros un truc dans le genre voilà, j'ai besoin de faire le point sur ma vie sexuelle, par exemple en ce moment il y a toute l'histoire MeToo, etc. Donc il y a tous nos fantômes qui ressurgissent, vous mettez, je sais pas, à vous dire machin, moi je sais pas si je sais pas quelle est la part d'envie quand je fais l'amour, quelle est la part de respect du désir de l'autre, quelle est la part d'intrusion de l'autre, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Vous allez faire la démarche, allez voir un psy. C'est pas genre je me considère comme Barjo, donc sauvez-moi. Alors que quand un médecin vous dit vous devriez peut-être en parler, j'ai un de mes collègues qui est très bien. Et il vous envoie chez docteur Maboul, psychiatre pour les cas graves. Et c'est hyper humiliant parce que vous dites si je pose des questions, en fait, je suis forcément fou. Donc, c'est vu dans ce sens, c'est terrible. Et donc, en gros, il y a une question. Donc, je vous dis, ça c'est ancré dans le vécu personnel. J'ai trouvé ça insupportable, le fait de se dire qu'il n'y avait pas de sens. La question du sens est taboue, et on va voir pourquoi, le sens des maladies. La question du sens est hyper taboue, parce que le paradigme scientifique, dans le point de vue médical, s'est construit dos à dos avec le paradigme précédent. Et le paradigme précédent était un paradigme religieux, c'est-à-dire que si on schématise la schématisation, c'était un paradigme de croyance. Et comme le dogme scientifique a schématisé la schématisation de sa propre idéologie, il s'est mis à rejeter tout ce qui semblait relever de la croyance. C'est pas les plus grands penseurs qui font ça, hein. C'est dans la pratique quotidienne du médecin qui a fait la fac de médecine et qui n'a pas volonté ontologique de réformer la médecine. D'accord ? Les profs qui font de la merde, c'est parce qu'ils remettent pas en cause l'institution et qu'ils se demandent pas pourquoi ils sont là. Les médecins, et ils font pas que de la merde d'ailleurs, ils vous transmettent les connaissances, j'en sais rien, mais comme disait Nietzsche, il n'y a pas de vie derrière. Il y a un mec qui arrive avec un jambon et il le débite en tranches, quoi. Voilà, il distribue les tranches de jambon en disant nourrissez-vous. Mais c'est de la chair morte, quoi. Enfin, voilà, je m'emporte. Mais voilà. Et donc en gros, si vous voulez, la dégradation des dogmes ne vient pas des gens qui sont à l'origine de la prise de ce dogme, à savoir dans le dogme religieux, je sais pas, les grands mystiques, les personnes connectées au divin, les gens qui tu les vois marcher dans la rue, t'as envie d'être eux tellement tu les vois détachés de tout, et sincèrement, pas les faux mystiques qu'on voit passer maintenant habillés en blanc avec des points sur la tête ou des trucs comme ça, c'est pas ça dont je parle. Donc eux, c'est ceux qui donnent envie à la population de faire pareil. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est la spiritualité, comment ça marche ? Bon. Le problème, c'est après, quand c'est devenu une pratique sociale, il y a plein de gens qui joignent les mains pour prier et il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est une pratique vide. Bon, et il y a des médecins dans le même ordre d'idées. Il y a des chercheurs qui se sont dit on va changer le cours des choses et enfin s'intéresser à l'humain dans sa perspective terrestre. Eux, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et après, il y a ceux qui se sont dit, qui ont pratiqué la médecine, j'apprends mes cours de médecine et je deviens médecin.
Et à partir de là, les médicaments, c'est ce qu'on m'a dit qu'ils étaient, la pratique médicale, c'est ce qu'on m'a dit qu'elle était, et il n'y a pas de réflexion de fond. C'est exactement ce que je veux éviter que vous deveniez, en fait. Voilà. Donc, le but, c'est que vous remettiez tout en question pour voir qu'il n'y a qu'un espèce de foisonnement, en ébullition permanente. Voilà. Et le reste, c'est de l'interprétation, soit sensorielle, soit cognitive, quoi. Voilà. Donc, en gros, ça vient de cette idée qu'il y a le sens des maladies est tabou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Évidemment, c'est terrain glissant, c'est direction le bûcher, parce que c'est un sujet super délicat. Mais en ne prenant pas en charge les causes des maladies, les institutions envoient les personnes qui font partie de la société directement entre les mains des pires charlatans. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui utilisent les voies de la publicité pour donner, en fait, pour compléter la sphère de la maladie. Si vous voulez, vous avez prise en charge médicale, moitié de la sphère, et vous avez tout votre questionnement sur le pourquoi. D'accord ? Le comment est pris en charge par la médecine, on vous soigne, mais le pourquoi, il n'y a pas de voie officielle. Alors du coup, vous ne pouvez absolument pas savoir si vous tombez sur quelqu'un d'honnête ou quelqu'un de malhonnête, et au-delà de la question honnêteté-malhonnêteté, sur quelqu'un dont la pratique est viable et celui dont la pratique n'est pas viable. Ajoutez à ça que vous ne savez pas comment vous interroger sur le sens, donc vous pouvez aussi y aller dans une mauvaise perspective. Ce qui pour moi est une mauvaise perspective, c'est ce que j'appelle l'ère du caprice. C'est-à-dire que le paradigme médical a fait de nous des êtres humains capricieux. Si ça ne va pas, on veut guérir. Et si le médecin ne sait pas comment le faire, le médecin est nul, on le rejette, on va en voir un autre, jusqu'à l'infini, mais il n'est jamais question de se remettre en question soi. Donc, vous comprenez, et en général, les gens le commencent quand quelqu'un à côté qu'il aime a quelque chose de grave, ou quand lui-même a quelque chose de grave. Et c'est la différence entre sinusite et cancer. C'est que, pourquoi une sinusite, mais pourquoi j'ai le nez bouché ? Ça vous arrive rarement. Et c'est pire, parce que c'est là que ça devrait commencer, quoi. Qu'est-ce qui fait... merde, ça vous arrive. C'est pas normal que vous traversiez ce qui vous arrive, les yeux fermés, en disant « je prends des médocs et ça se termine et c'est fini ». Non, la question du sang, c'est partout. Alors pourquoi ? Et en gros, ce qui est terrible, c'est que la question du sens se pose quand elle est trop sensible. C'est-à-dire que quand vous êtes en plein cancer, que vous n'avez plus de cheveux et qu'on est en train de vous enlever le symbole de votre féminité, vous vous posez la question du sens, mais vous n'êtes peut-être pas en état de la traiter. Et c'est là que débarque le monde publicitaire des écoles machin, et qui vous disent il y a d'autres moyens de vous soigner de votre cancer, et vous êtes tellement en détresse que vous foncez sans esprit critique, ou avec un esprit critique qui de toute façon est limité par le temps, parce que le temps d'un changement de paradigme, ça prend 2 à 3 siècles, donc dans la tête d'un individu, c'est même pas à l'échelle d'une vie, et donc vous posez les bonnes questions sur le sens des maladies au moment où ça vous tombe dessus, vous n'avez aucun recul pour savoir quoi faire bien. Et c'est ça qui me révolte, en fait. Il y a des gens qui pratiquent autre chose et qui ne sont pas des charlatans, mais pour les découvrir, ça implique de se poser la question tôt, de savoir comment on l'aborde, de reprendre possession de son esprit critique, quoi. Pour pouvoir dire non à des gens qui nous proposent des choses contre lesquelles on peut se prémunir, et dire oui à des choses qui correspondent à votre système de croyances, etc., etc. Bon. Du coup, voilà un petit peu donc l'ancrage subjectif. Pourquoi la médecine alors que j'aurais pu prendre le monde politique et la critique de la démocratie ? Parce qu'il y a une expérience humaine qui est la mienne et qui est première et donc qui a conduit à 15 ans de recherche sur le sujet. 2 éléments d'analyse qui vont quand même pas mal nous servir dans ce cours, dans cet amphi. C'est la manière de penser de Thomas Kuhn et la manière de penser de Illich, que je vais vous expliquer brièvement. Thomas Kuhn, c'est celui qui a écrit un livre qui s'appelle « Structure des révolutions scientifiques ». Et dedans, il explique, en gros, j'ai dû un petit peu vous en parler sur l'amphi-temps, comment les paradigmes changent. Donc un paradigme, la définition qu'il en donne, c'est ensemble de croyances partagées par une communauté. D'accord ? En gros, voilà ce que je donnais comme exemple en TD, c'est par exemple tous ici,
on pense qu'on va mourir. C'est pas on croit qu'on va mourir, c'est on sait qu'on va mourir. Donc là, on est vraiment dans le paradigme, parce qu'on n'est même pas dans on croit que, on est dans on sait qu'on va mourir. Et même en exercice de pensée, alors que moi je suis quand même bien décloisonnée de la tête, j'arrive pas à dire c'est possible qu'on ne meure pas. J'arrive pas à me le dire, ça me semble de la science-fiction, d'accord ? Donc ça veut dire que même s'il y a d'autres possibilités, je suis tellement enfoncée dans ce paradigme que je suis absolument inapte à les percevoir, d'accord ? Et en gros, ce paradigme, on le partage, on va mourir. Ça va ? Nous allons tous mourir. Voilà. Donc, on est dans ce paradigme-là, on va mourir, la science existe, les choses existent, je suis un être humain. Toutes ces définitions qu'on ne considère même pas comme des définitions parce qu'on les vit. Ça, c'est le paradigme. Le truc, c'est qu'il y a des mouvements... Enfin, dans ce paradigme, vous savez qu'il y a des forces de contestation, un crépitement de la pensée, des recherches, enfin, tout ce monde-là. Et en gros... alors il ne faut pas que je confonde Kuhn et Illich, parce que du coup, comme pour moi, ils se recoupent, j'allais vous faire court sur mais là, je vais quand même vous les dissocier. Donc en fait, Kuhn explique qu'à partir du moment où il y a des idées qui se connectent entre elles et qui commencent à avoir de plus en plus de visibilité, là on arrive chez René Girard avec le désir mimétique, etc. Le mimétisme est un virus, hein. Vous faites pareil que les autres, les désirs s'attrapent comme un rhume, on pourrait dire, quoi. Vous voyez quelqu'un désirer quelque chose, vous le désirez aussi, enfin, c'est ce qu'ont très bien capté les commerciaux en gros. Donc chez Kuhn, il explique que voilà, il y a une pensée qui se fait, peut-être au niveau de la recherche, peut-être dans le corps social, etc. Bon. Et puis, elle est de plus en plus visible, et là, ça devient exponentiel, elle connecte de plus en plus de gens. Et du coup, pour pas que ça tourne en n'importe quoi, on institutionnalise, et a posteriori, on décrit cet ensemble de croyances. Et c'est ça qui fait le paradigme. Et le paradigme, c'est les institutions. Vous savez qu'il y a de la recherche en médecine, vous savez qu'il y a de la recherche en littérature, mais que les moyens donnés à la recherche en médecine sont 1000 fois supérieurs à ceux donnés à la recherche littéraire. Tout ça, c'est la révélation a posteriori de ce qu'était le paradigme implicite d'il y a un siècle ou deux. D'accord ? Donc, en gros, il explique ça. Et après, et il explique que ça se fait comme ça. Il explique aussi que pour qu'un paradigme change, ça s'étend d'expérience, en général sur plusieurs siècles. Je ne sais pas si on avait parlé sur l'amphitande de l'exemple de Copernic. C'est en général, vous mettez dans le même panier, quand on vous dit héliocentrisme, donc le fait que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil, il y a Galilée, Copernic, Giordano Bruno, on les met tous dans le même sac, etc. Il faut savoir qu'il y a déjà 130 ans entre les uns et les autres. Copernic, c'est 1500, enfin c'est autour de 1500 en Pologne, et Giordano Bruno, si je ne me trompe pas, c'est pas très frais dans ma tête, mais ça doit être autour de 1630 en Italie, en Italie actuelle, parce que c'était des petits, voilà, mais comme ils bougeaient de Florence à Pise et de Pise à Rome, voilà, en gros sur l'Italie actuelle. Donc, et vous voyez que déjà, donc, il y a un mec qui a commencé à chercher dessus, à dire ça en 1500, rien. Dans le jalon de la pensée, on retrouve Giordano Bruno 130 ans plus tard, et pour que ça devienne quelque chose qui soit scolarisé, qui soit institutionnalisé et qui soit dans le système scolaire, il faut attendre le 19e siècle. Donc, entre 1500 et 1860, voilà comment s'est instauré le paradigme héliocentriste de l'humain comme créature prédominante sur la religion. Évidemment, ce paradigme s'est tissé à l'aide de toutes les autres choses qu'on va voir plus tard. Mais en gros, voilà ce qu'explique Kuhn dans son histoire de structure des révolutions scientifiques. L'autre que je veux vous citer, qui est mon petit chouchou, c'est Illich. Et c'est l'auteur de bouquins que j'adore, dans genre Une société sans école et tout, j'adore. Bon. Et parce que le mec arrive à aller très loin dans la pensée au lieu de cultiver des points de détail, et il étudie les macrostructures des grands mouvements de pensée, un peu comme Kuhn, mais en beaucoup plus libre, et je trouve ça somptueux. Alors, le principe Illich, et ce que j'aime chez Illich, c'est qu'il ne l'a pas limité au paradigme scientifique ou à la question des paradigmes. Il dit que, en fait, dès qu'il y a une idée qui naît, donc on va retrouver Kuhn, quand il y a une idée qui naît et qui prend, elle est institutionnalisée. Et ce qu'ajoute Illich à Kuhn,
Enfin, ils discutent pas entre eux, hein, c'est moi qui le dis comme ça. Si vous voulez, si vous prenez un regard surplombant, Illich dit « Et une fois que les principes sont institutionnalisés, ils se mettent à dégrader la cause même qui présidait à leur création. » Donc, ils se mettent à dégrader la cause même qui présidait à leur création. En gros, si vous voulez, on va prendre l'idée d'Illich sur l'école. Il y a une curiosité humaine, si vous voulez, un fond de curiosité humaine qui est hyper sain, très bénéfique, génial. Et au bout d'un moment, les gens se disent ce serait super qu'on arrive à dégager du temps, des moyens, pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça devient l'école. Donc là, c'est triomphant, c'est génial. Et les débuts de l'école, c'est toujours, c'est un peu la fête, quoi. Et c'est comme les débuts d'Internet, mais c'était tellement la fête, mais comme je regrette que vous l'ayez pas vécu en conscience, quoi. Nous, on s'est éclatés. On a fait n'importe quoi, il y avait rien qui était codifié, c'était vraiment la fête du slip, quoi. Alors, donc, Illich dit, voilà, imaginons, maintenant, il y a l'école. Et ben, le truc, c'est que sur le long terme, l'école va commencer à tourner sur elle-même, c'est-à-dire, en gros, les profs vont se mettre à expliquer le dogme au lieu de répondre à la curiosité qui présidait initialement à l'institutionnalisation. Et du coup, ils vont raconter des trucs pas intéressants et ils vont éteindre la curiosité humaine qui présidait à l'envie même de créer une école pour y répondre. C'est ça le système Illich. Et c'est hyper pertinent, je trouve ça hyper pertinent. En gros, il a mis un concept, un truc que je disais super mal, quoi. Mais il l'a fait avant que je naisse, donc je l'ai découvert un peu tard. Je me dis, oh, merci, gars. Merci, gros. Alors, donc, et il fait ça pour tout. Et donc, en gros, il fait ça aussi pour la circulation. Il explique que, voilà, vous voulez aller de plus en plus vite d'un endroit à l'autre. Du coup, production de masse des voitures. Donc, ce serait l'équivalent commercial de l'institutionnalisation. Donc, le truc est admis. Donc, on le crée. Et puis, au bout d'un moment, il y a tellement de voitures qu'il y a des embouteillages et on va plus vite à pied. La circulation lutte contre la vitesse alors qu'elle est créée pour elle. Et c'est duplicable dans plein de trucs. En ce moment, vous pouvez le faire aussi sur les moyens de communication. L'information. On a créé des médias pour être au courant des choses, mais maintenant on est tellement au courant de tout qu'on ne sait plus ce qui est important. C'est Illich. Enfin, lui, il le dit pas puisqu'il est mort avant l'ère des... Voilà. Mais ça lui a survécu, quoi. C'est encore duplicable alors que le mec est mort. Donc c'est un kiff absolu, quoi. Voilà, donc je voulais que vous ayez ces deux outils, comme ça aussi, on peut vous poser des questions au grand tour. Vous connaissez Thomas Kuhn? Oui, blablabla, voilà. Au lieu de dire, ouais, en gros, il y a une micro-ébullition permanente. Ça, c'est faire du moins, et c'est moins apprécié en grand tour, en fait. Alors, donc voilà. Donc là, je vais commencer par vous expliquer. Donc là, je rentre dans le corps du cours. Là, c'était une introduction pour vous expliquer pourquoi on s'attachait à la médecine et pourquoi on allait mettre en cause les institutions, alors qu'il y en a qui sont très bien et que le but, c'est pas de pas vous faire aller chez le médecin. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est construit le paradigme scientifique. Et du coup, je vais passer, en gros, je vais vous donner un premier état des lieux, qui est, ça a pris, parce que si tu jettes un regard rétrospectif, tu ne peux pas nier qu'il y ait eu une forme de miracle médical au niveau de la vie terrestre, je tiens à le préciser, il y a eu un miracle médical au début. Et en gros, ce que je vais vous donner, c'est après vous expliquer comment ça a pu devenir si important alors qu'on était dans un autre paradigme. Et l'idée, c'est que, si vous voulez, ce que je l'ai dit à certains groupes de TD, ça, quand j'ai essayé de leur expliquer écartolé. Donc, essayez, hein, mais c'est pas simple. En gros, ce que j'expliquais, c'est que c'était normal en 1880, 1910, même 1940, de dire, mon Dieu, ça y est, on est dans la fin de l'histoire. En gros, pas la fin de l'histoire, enfin, l'application du concept de Fukuyama, mais à la vie terrestre. C'est bon, on a trouvé la médecine, on a touché le but, on sait enfin comment se libérer de ce que disait la religion, la vie terrestre est une vallée de larmes, etc., toutes ces métaphores-là. Et on va enfin pouvoir vivre heureux, débarrassé de la maladie et de la mort. Les héritiers... L'aboutissement de l'héritage de cette pensée-là, c'est le transhumanisme. Maintenant qu'on sait se passer de la douleur et de la maladie, nous allons nous passer de la mort.
Si vous n'y connaissez pas beaucoup en transhumanisme, c'est quand même une des grosses questions actuelles, c'est pour les 20 années qui viennent. Y a un bouquin, c'est pas que je kiffe tellement le mec, mais Ferry fait des gros ouvrages de synthèse sur des problématiques très récentes. Donc il n'y a aucune pensée dedans, d'accord ? Mais au niveau de se tenir au courant de ce qui se passe, il vous montre les différentes écoles, etc. J'en profite pour faire un lien avec ce monde qui est censé être libéré des croyances en vous disant que Google finance, a créé avec son pognon une Singularity University, certains sont peut-être au courant, donc une université de la singularité. La singularité étant, certains doivent connaître, ce concept qui est utilisé dans les séries, Real Humans, qui est devenu Humans, etc. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou inversement, donc la série norvégienne et la série anglaise, là, qui exploitent le même filon et qui sont inspirées l'une de l'autre. L'anglaise a chopé le truc norvégien, ou suédois, je ne sais plus. Et en gros, la singularité, c'est ce moment où l'intelligence artificielle deviendra, selon eux, tellement pertinente qu'elle va être tellement complexe qu'elle va dépasser les capacités du cerveau humain. Et en fait, vous comprenez que par rapport à l'amphi qu'on a fait sur le temps, vous pouvez voir que certains peuvent y croire, ok, et puis certains n'y croient pas du tout. Guillemant, que je vous ai beaucoup cité, n'y croit pas du tout, parce que si vous vous fondez sur la théorie du champ, qui est de plus en plus en train d'instaurer, de prendre et donc de devenir paradigme, les Jean-Jacques Charbonnier avec la conscience extraneuronale, etc., il y a tout un mouvement de contestation qui est en gros qui fonde la recherche la plus prolifique actuellement, qui dit la complexité de l'homme ne résulte pas de sa matière. C'est pas, je vous avais dit, c'est pas le cerveau qui produit la conscience. C'est des antennes sur notre cerveau qui captent une espèce de conscience universelle. C'est ça que disent les scientifiques qui cherchent, pas ceux qui reproduisent le schéma. Et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas à craindre, personne n'a à craindre la singularité, parce que la recherche serait pas en train de chercher ce qui lui permettrait d'advenir. On pourrait craindre, et encore une fois, pourquoi le craindre ? C'est tout le problème de Real Humans, etc., et de Humans. Ce qu'il faudrait chercher pour y parvenir, ce serait de comprendre comment le cerveau humain se connecte au champ universel, ce qu'on ne sait absolument pas, et arriver à le dupliquer au niveau des machines. Mais comme on ne l'a pas encore trouvé sur l'homme, voilà. Ou sinon, ce qu'on pourrait penser, c'est que les machines vont trouver le moyen de se produire ça et de se connecter au champ humain de la conscience. Vous comprenez ? En gros, c'est ce truc-là pour vous dire, je vous dis pas que c'est la vérité, parce que c'est encore des recherches, mais au moins vous pouvez savoir qu'il y a d'autres voies de pensée que la crainte, ceux qui ont peur du transhumanisme et de la singularity, qui pourrait être le fait que les machines nous dépassent, blablabla. Donc il y a d'autres voies de pensée, celle de la conscience extraneuronale et de ces modes de connexion qui nous sont encore complètement... on est des biques par rapport à ça, on n'a rien compris encore. Voilà. Donc en gros... oui, voilà. Donc ce que j'expliquais, c'est que il y a cette veine de pensée qui est, ok, maintenant on est en train de développer la science, la médecine, et ça a un impact terrestre effectif et merveilleux qui est de l'ordre du miracle. C'est-à-dire que dans cette salle, on doit être 70% de survivants par rapport à ce qui se passait il y a 100 ans. D'accord ? Après, il y a deux manières de voir la chose. Ça, je vous renvoie plutôt à mes cafés philo qui sont enregistrés sur ma chaîne YouTube, etc. Parce que c'est pas vraiment la place dans l'amphi, mais ça donne d'autres réflexions, à savoir, on a prolongé et rendu confortable la vie terrestre, mais l'homme est-il fait pour aller vers la vie terrestre et le bien-être, ou est-ce qu'il est en train de reproduire, sans le savoir, un fake paradis terrestre ? Genre, on est inscrit dans la matière, on va essayer de rendre ça le plus comfy possible, alors que ce serait plutôt un dépassement spirituel qui permettrait d'écraser la dimension humaine, qui dans beaucoup de spiritualités ne sont qu'un passage. Ça, je vous laisse vraiment libre de penser absolument ce que vous voulez. Moi-même, c'est ce qui me plaît, c'est la spéculation, et après, mes conclusions, elles sont individuelles et subjectives. Donc vraiment, je ne demande à personne de penser pareil. Donc, en gros, l'idée, vraiment, c'est qu'il y a eu ce miracle de la médecine et que c'était normal, il y a 100 ans, il y a 130 ans, de se dire qu'on était arrivé au bout de la vie terrestre et qu'on allait
l'expliquer dans son ensemble, la comprendre, l'englober et faire de la vie terrestre un paradis terrestre. C'est ce que je vous ai mis à la page 1. Vous lirez chez vous le cours de philosophie positive d'Auguste Comte en 1842. Ce qu'il décrit, c'est le paradis terrestre. Il dit, maintenant qu'on est dans l'ère de la raison, on va élucider l'homme et l'homme sera heureux. Voilà, on va trouver comment guérir ses maladies, comment sécher ses larmes, et les transhumanistes disent, maintenant la seule chose qui fait chier l'homme, c'est la mort. Éradiquons la mort. Et ça, pour moi, moi, je suis pas du tout dans ce courant de pensée-là, puisque ce serait horrible si on me disait, tu mourras pas. Je dirais, merde, quoi. Tu vois, quand t'as un petit peu des révélations mystiques, tu te dis, ouais, mais non, mais merde, mais moi, je veux voir, quoi. Donc voilà, après, si t'es pas croyant et matérialiste, ça te rassure vachement de te dire, saison 3, Black Mirror, merci Rémi. Le truc qui se passe dans une ville, qui est un espèce de cloud, d'accord ? Ou quand vous mourrez, vous vous téléchargez dans un monde où vous êtes immortel. Voilà. En fait, vous avez créé par la technique quelque chose qui existe peut-être sous d'autres formes, de manière spirituelle. Donc, est-ce que vous êtes allé au bout de l'homme en dépassant toutes ses peurs et toutes ses limites, ou est-ce que vous l'avez au contraire limité dans ce qui pourrait être son processus d'élévation ? J'en sais rien. C'est la grosse question et j'ai pas la réponse du tout. Vous êtes dans la merde, je peux rien vous dire. Donc c'est aussi les principes quand on lutte contre les institutions, etc. C'est qu'au lieu de présenter un cours où on donne des réponses, on donne un cours qui propose des questions. Donc du coup, en fait, vous sortez, vous êtes encore plus dans la merde que quand vous êtes rentrés. Et moi, je suis heureuse. Voilà, c'est beau quand même. Mon but, c'est de vous mettre dans la merde et de vous obliger à penser, à réfléchir. C'est pas cool. Voilà. En plus, j'allais raconter ma vie, mais je le fais déjà trop, on arrête. Alors, donc c'était normal à cette époque, et vous voyez bien que par rapport au triomphalisme d'Auguste Comte au moment de la philosophie positive, on a quand même fait un pas vers la remise en question. Pourquoi ? Parce que 100 ans plus tard, on a bien vu que, merde, on a éradiqué des maladies, mais il y a des virus qui ont muté, il y a des résistances de l'homme à la médication, l'homme a développé des résistances aux traitements médicaux, on n'a pas trouvé comment guérir toutes les maladies, donc on se dit, finalement, l'ère scientifique n'est peut-être pas la fin de l'histoire humaine et son élucidation. Mais ça, on ne peut le penser qu'un siècle plus tard, que quand il y a eu énormément de recherches, énormément de fonds mis dans la recherche. Et donc, là, vous êtes dans un monde on est dans un monde particulièrement inconfortable, parce que l'idéologie universitaire qu'apprennent encore les futurs médecins, c'est cette gloire de la science qui va tout élucider. Et en même temps, au niveau des patients, qu'on ne devrait pas appeler patients, parce que ça vous met dans une position hyper infantilisante, un patient. J'attends qu'on me guérisse. Voilà, je patiente. Qu'est-ce que je patiente ? Voilà, donc c'est pas hyper actif comme manière de voir les choses. Donc en gros, attends, parce qu'il faut que je retrouve ce que j'étais en train de dire. Là on est dans un moment charnière où la science continue de tourner en roue libre en disant on est les meilleurs, c'est nous qui avons les fonds, la recherche contre le cancer, et donner ses reins, et blabla, et blabla. Et d'un autre côté, nous on est là, mais ça change pas non plus tout, on n'a pas les réponses à tout, on le voit bien, on le sent bien, et du coup, il y en a qui se lancent dans les médecines parallèles, les trucs comme ça. Et je vous le dis maintenant, c'est pas que je vous spoil la fin du cours, c'est que comme ça je peux avancer un peu sur le reste, parce que le cours c'est un énorme édifice, donc je sais pas comment je vais arriver au bout de ce truc. En gros, c'est tout le problème des médecines parallèles, médecines douces, etc., etc. Moi, ce que je regrette, c'est pas les gens, c'est moins les thérapeutes, que les gens qui les consultent. Parce que les gens vont consulter. En fait, c'est le comble du caprice. C'est vous dites, la médecine conventionnelle ne m'a pas guéri. Je vais aller casser les couilles à un autre thérapeute pour qu'il me guérisse. Guérissez-moi ! Voilà. Je vous cite juste pour avoir un petit point sur la médecine. Hippocrate, donc c'est quand même le serment d'Hippocrate, etc. Si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l'aider. Et en gros, l'ère du caprice, sa caricature, c'est le gars qui a une tension à 20 et on lui dit peut-être arrêtez de manger de la viande rouge et de boire 2 bouteilles de pinard par jour. Et lui, il va voir un médecin de pratique alternative en disant bon, je sais, c'est la merde, mais faites baisser ma tension, je veux continuer à boire du pinard. Donc ça, c'est la caricature. Mais de toute façon, les caricatures ne sont qu'un grossissement de quelque chose qui existe, qu'il y a.
Et vous le savez, quand, je sais pas, cette histoire d'allergie au cyprès, bah, il y a un moment, tu rencontres la maison de tes rêves, elle est entourée de cyprès, c'est magnifique, est-ce que tu rases tout ou est-ce que tu les gardes? C'est la forme atténuée. Voilà, le truc, c'est que tu acceptes de bouffer des médocs. Mais si le médoc commence à te pourrir ton foie, alors tu vas voir un médecin alternatif et tu dis, vas-y, soigne-moi mon foie. C'est génial, parce que la médecine alternative est holistique. Donc, ils ont compris que les médicaments... Bon, voilà, donc, il y a plus en général, bon, il y a de tout dans les médecines douces, notamment des gens qui se forment sur 3 week-ends. Moi, comme j'ai fait des formations, mais tellement de tout, parce que moi, je fais ma recherche là-dessus. Donc je dis, en gros, soit YOLO, soit what the fuck, et dès qu'il y a un truc chelou, j'y vais. Donc l'année dernière, donc on l'a vu avec certains, l'année dernière c'était une formation à la voyance, tu vois, pourquoi pas. Mais ça partait du truc qui était, mais mon Dieu, il y a des gens qui enseignent la voyance, quoi. Alors que tout le monde rejette, machin, objectivement, blabla, c'est pas du tout scientifique, t'as des gens qui te forment à ça. Genre, t'as une formation, tu tapes « Bonjour, je voudrais me former à la voyance. Alors, nous avons le week-end du 12 mars. » Donc, c'est hyper bizarre. Donc, moi, à chaque fois qu'il y a un truc chelou, je me dis « Bon, comment ils font ça, quoi ?» Donc, je vais voir. Et il y a des fois où c'est super nul, des fois où c'est plutôt bien, mais c'est jamais excellent. Moi, j'ai jamais vu une formation comme ça qui était excellente. Justement pourquoi? C'est à cause du dogme médical, parce que le dogme médical ne laisse pas la place à ce qu'on appelle médecine parallèle, médecine douce, etc. dans l'institution, et que comme c'est pas institutionnalisé, avec un diplôme que tu as obtenu en un week-end, tu peux mettre une plaque sur ta porte, te mettre auto-entrepreneur, et voilà, tu reçois des patients. Et évidemment, quelqu'un qui a eu un week-end de formation en acupuncture, si tu vas chez lui, il risque plutôt de te piquer la veine et de te faire sauter au plafond que de te guérir ou de te faire du bien. Donc il y a cette part-là, mais il y a aussi la plupart des gens qui vont consultent comme des merdes. Soigne-moi, voilà. Et en gros, après il y a les praticiens font ce qu'ils peuvent. Il y a aussi des très bons praticiens de médecine douce qui du coup justement essaient de travailler le terrain, c'est-à-dire est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, machin, et qui essaient de voir le lien entre votre pathologie à l'œil et celle à l'orteil. Et en général, il y en a un. Et donc c'est de la médecine holistique et c'est très apprécié par les consultants. Parce qu'on leur dit pas t'as mal à l'œil, on va te donner une crème. On leur dit on va regarder quel dysfonctionnement, machin, donc c'est plus intéressant. Mais en interrogeant des praticiens de médecine douce, dès qu'il s'agit de remettre en question le patient se casse. Il revient pas. La séance d'après, il ne vient pas. Voilà. Donc ça c'est de la pratique. Donc il y a toute cette remise en question de fond et c'est ça qui m'intéresse en fait. Les praticiens, de se demander comment ils pratiquent et pourquoi ils pratiquent comme ça, et de ne pas oser pratiquer avant de savoir ce qu'ils font. Et les gens qui consultent, on va les appeler consultants parce que j'aime ni patient ni client, donc on va dire les consultants, pourquoi ils consultent et qu'est-ce qu'ils cherchent dans la consultation? Et si c'est la réponse à un caprice, c'est pas super intéressant non plus, quoi. Donc c'est vraiment une ligne éthique, une réflexion éthique, et c'est en gros, on meurt de manque d'éthique, en gros, voilà. Donc, en gros, voilà un petit peu ça. Et donc, pour revenir au fait qu'il y a 130 ans, c'était normal que Auguste Comte écrive des conneries comme ça, en gros. Dire, on a tout compris au monde, ça va être merveilleux, etc. C'est normal. Et là, on va se placer, on va regarder un petit peu. Donc, je vais vous donner des chiffres parce que c'est quand même un cours. Et donc, voilà, quand même, enfin à peu près. Et donc, en gros, voilà, bilan de la médecine. En un siècle, entre 1913 et 2013, l'espérance de vie en France est passée de 52 ans à 82 ans. Ok ? Donc voilà comment, enfin c'est normal que quand les gens, vous imaginez il y a 130 ans, quand il y avait cette prise de conscience qu'il y avait moyen de prolonger sa vie terrestre, et en plus, vous savez qu'actuellement, on étudie beaucoup comme l'allongement de la vie est acquise. Maintenant, il y a des différentiels qui sont faits entre conditions de vie en bonne santé et conditions de vie douloureuses. Et du coup, il y a des seuils. Le seuil qui progresse le plus actuellement, c'est pas celui de l'espérance de vie, c'est celui de l'espérance de vivre bien. Et vous savez que, par exemple, les soixantenaires actuels, en gros, mes parents, qui sont ceux qui ont été la génération qui a pris ce qu'il y avait à prendre dans la maladie, machin, les soins, etc., ils arrivent en meilleur état que leurs parents au même âge, alors qu'on était déjà dans le paradigme médical.
Donc moins de handicap, enfin il n'y a aucun, enfin en gros ils sont comme ils étaient à 40 ans quoi, ils n'ont pas plus de douleurs, pas plus de difficultés, pas plus de fatigue, bon. Donc c'est un petit peu ces questions-là, ça met beaucoup plus de temps, la vie met beaucoup plus de temps à être pénible quoi. Je sais pas si vous connaissez les combinaisons de vieux. En gros, en ce moment, la grande mode cybernétique, c'est de vous faire vivre la vie. Bon, ça existait déjà, Vie ma vie, dans les années 90. C'était une émission de télé débile où le déménageur devenait danseuse pour un jour et la danseuse devenait déménageur pour un jour. Bref. Et donc là, vous avez un espèce de Vie ma vie cybernétique. Donc il y a des machines qui sont créées pour vous faire vivre dans un corps de vieux. Et donc, vous pouvez faire l'essai pendant une journée de vivre votre vie quotidienne, mais avec un corps de vieux. Donc, en gros, c'est des électrodes qui vous règlent sur douleurs articulaires, machin, etc. Donc, c'est un peu sale parce que du coup, vous ne devez pas avoir super envie de vieillir après ce coup-là. Et il y a un truc qui est beaucoup plus jouissif pour quelqu'un comme moi, hein, donc j'allais dire pour toutes les femmes, mais on va dire toutes les femmes qui ont accouché, qui sont un petit peu perverses comme moi, évidemment, vous savez tous. C'est la combinaison d'accouchement. Fais vivre aux hommes mon accouchement. Ah, ça, j'ai kiffe parce que j'ai quand même un ami, donc c'est dans ma génération. Donc là, je vous raconte un peu ma vie, on part en couille, ça me fait la récréation mentale. En gros, j'ai un ami qui a pas beaucoup de budget et il vit à l'étranger avec sa compagne dans un endroit où la péridurale n'est pas remboursée. Donc la péridurale, c'est ce qui permet de ne pas en chier pendant l'accouchement, pas trop, parce qu'on en chie quand même grave. Et du coup, il lui a dit oui, la péridurale, il faudra voir parce que c'est un coût quand même. Comment ? Quoi ? Tu vas pas payer la péridurale à ta femme ? Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Donc du coup, lui, j'aurais bien mis une combinaison d'accouchement, tu vois, juste pour voir un peu. Parce que tu vomis de douleur quand même. Hein. Je te dis, moi, ça m'était jamais arrivé avant, tu vois. Bon. Et tu fais caca quand tu. Je vous passe les détails. Ça, on sait pas, on demande rarement après. Je fais caca, mais il paraît, c'est une légende urbaine qui a l'air globalement vérifiée. Voilà, donc maintenant que je vous ai amené dans un univers dont j'aurais dû vous protéger, on va revenir aux choses. Donc, miracle de la santé. Ça fait des barges. Donc, miracle de la santé. Allongement de l'espérance de vie de 30 ans en un siècle. C'est-à-dire, on s'en remet, hein, c'est-à-dire visible à l'échelle d'une génération. Vous voyez vos grands-parents dans quel état ils finissent et vous voyez vos parents dans quel état ils sont au même âge. On s'y remet. Revenez. Sinon, ça va prendre très longtemps parce que c'est une concentration bizarre qu'il me faut. Donc, voilà. Voilà. Donc, ensuite, vous savez qu'il y a des choses symboliques aussi. Éradication de la variole en 1977. D'accord ? Éradication, ça veut dire qu'il y avait une maladie, elle n'y est plus. Vous savez aussi que quand vous lisez des romans de avant les années 40, tout le monde a la tuberculose. C'est le principe de la dame aux camélias dans le bouquin de Balzac. Oui, peu cher. Voilà, elle tousse dans son mouchoir et elle crache du sang. Bon, vous savez que c'était hyper répandu avec la construction des sanatoriums, etc. Et que maintenant, il n'y a quasiment plus de sanatoriums parce qu'il n'y a quasiment plus de tuberculose. Je crois que à l'échelle du Canada ou de pays d'endroits très peuplés. Ouais, silence s'il vous plaît. Et voilà. Il y a de l'écho. Voilà, donc, je sais pas si c'était pour se moquer, c'est pas cool. Voilà. Vous vous rendez pas compte comme on est exposé ici. Non, c'est vrai, au début, pareil, j'avais vachement envie de vomir avant de faire cours. Donc, j'ai un problème avec visiblement le vomi et le caca aujourd'hui, donc désolée d'avance. Voilà, donc c'est visible à l'échelle humaine. Cette amélioration de la vie, etc. Donc c'était vraiment spectaculaire. Et là encore, je ne dirais jamais assez à quel point ça a été miraculeux cette période-là pour le commun des mortels, enfin pour les gens qui l'ont vécu. Vous savez aussi que la viabilité des nouveau-nés a tout changé dans la conception même de l'être humain. Vous savez qu'avant, le principe, alors c'est ce qui a été dégagé après, mais les parents il y a beaucoup de parents qui ne s'autorisaient pas à s'attacher pleinement à leur enfant avant leurs 7 ans. Parce que les maladies infantiles étaient tellement meurtrières que ça aurait été un arrachement. Et vous savez que la mise en nourrice, les parents allaient voir leur gamin au mieux une fois par semaine, mais en gros une fois tous les 2 mois, quoi, parce que c'était à la campagne, on faisait pas le déplacement forcément. Et en gros, le but c'était de savoir s'il était en vie ou pas, quoi. Donc il y avait tout ce qui a été mortalité infantile a été demandé à vos grands-parents. Plus vous remontez dans le temps, plus vous avez des fratries de 14, dont 7 morts, plein de fausses couches, donc tout ça a été vachement amélioré. Et évidemment, vous savez qu'avec la chirurgie, quand on arrive à vous réparer un cœur avec un triple pontage, des trucs inimaginables, vous passez, disons qu'à partir de 50 ans, on va dire,
que toute la population est en gros survivante, quoi. Voilà, par rapport aux générations d'avant. Donc, et les antibiotiques, évidemment, et tout ça. Donc, il y a eu vraiment un miracle médical qu'il ne s'agit absolument pas de nier à travers ce cours, quoi. C'est vraiment pas le but. Le truc, c'est comment nous, on gère alors qu'on n'est pas à cette période d'émancipation comme ça. Et moi, je pense que c'est pour ça que ce serait même normal que vous critiquiez, parce que moi, j'essaie de voir ce qui est en train de se faire. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore prouvées, etc. Mais là, le bouillonnement, il est plutôt sur la spiritualité, puisque c'est un terrain qu'on a laissé de côté pendant 2 siècles. Et donc, jusqu'à quel point on va essayer d'articuler la rationalité scientifique avec une spiritualité que les gens ne nient plus, parce qu'on a vu que la médecine ne résolvait pas tout. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant. Donc, il faut être super prudent de ne pas trancher au moment où c'est l'ébullition, mais c'est au niveau de la recherche, si vous avez vraiment un instinct de chercheur, parce qu'il y a vraiment plein de chercheurs qui ne sont pas des vrais chercheurs, quoi, qui écrivent des thèses sur la millième thèse sur des trucs déjà 1000 fois vus, quoi, et peut-être c'est utile, mais en tout cas, c'est pas ce qui me fait vivre, quoi. Voilà. Et évidemment, donc, au-delà de cette viabilité, il y a toute la question du confort, et vous savez que les antidouleurs, etc., changent la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous avez pris une aspirine quand vous aviez de la fièvre. C'est miraculeux. À un moment, vous êtes au lit en train de crever, une demi-heure plus tard, vous vous levez, vous faites à bouffer. Enfin, c'est extravagant, quoi. C'est vraiment extravagant, quoi. Donc, pareil, il faut aussi... donc, ça fait un peu bouddhiste, mais il faut savoir aussi être reconnaissant de ce qu'on vit, quoi. Et cet esprit consumériste là, de consommateur insatisfait ou satisfait, il faut aussi essayer de lutter contre. Donc quand vous avez l'impression d'être un miraculé de la vie, sans aller jusqu'à je me suis fait écraser par une bagnole et la médecine m'a remise sur pied, vous pouvez aussi vous dire mais c'est incroyable ce machin, quoi. Donc revenez un petit peu. Et ça pour moi c'est le sacré dans la médecine, quoi. C'est parce que vous avez oublié ça que le sacré semble complètement extravagant. Et si on se reconnecte à la sacralité quotidienne, le monde devient beaucoup plus étrange et intéressant. Alors voilà, comment on en est arrivé à permettre ce miracle? Et là, j'arrive à, en gros, comment on est passé d'un paradigme religieux à une concentration sur la vie terrestre. Et en gros, du coup, je vais vous faire un petit rappel. En gros, vous savez que jusqu'à une date assez récente, en gros, le tournant, ça va être les Lumières, on va en reparler, mais l'homme se considérait comme une créature face à un créateur. Et donc, en gros, l'homme considérait que, dans le paradigme chrétien tel qu'il s'est construit entre le IVe siècle et le XVIe siècle, on va dire, le paradigme en cours, c'était que la vie humaine était une vie de péché et de douleur. Donc maintenant, on peut se dire, mon Dieu, quelle horreur, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est un présupposé qu'on ne peut pas comprendre à l'heure actuelle. Et donc, par exemple, vous savez que quand saint Augustin écrit ses Confessions, en fait, c'est une autobiographie, mais il ne peut pas écrire une autobiographie sans dire c'est une confession à Dieu, parce que sinon, ce serait attacher trop d'importance à sa personne. Si vous voulez rendre plus contemporaine cette idée, pensez à la question du collectif et de l'individuel. Dans certaines formes de famille, la famille, dans son ensemble, est beaucoup plus importante que l'individu, alors que nous, ce qu'on vit, c'est l'individu et son bonheur est infiniment supérieur à la famille. Et en gros, si votre famille est dite toxique, vous avez, je sais pas, un père qui vous fait un harcèlement moral, qui vous dit depuis que vous êtes né que vous êtes nul et moche, etc. En France, c'est admis que vous ne le fréquentiez pas. D'accord ? Dans d'autres visions de la famille, c'est complètement différent et c'est pour ça qu'il y a actuellement encore des problématiques autour du crime d'honneur. Si une femme transgresse un des codes de la famille, un membre masculin de la famille est chargé de lui faire vivre l'horreur, voire l'assassiner, donc lui passer la gueule au vitriol ou la faire mourir, quoi. Bon, là, vous comprenez que le mécanisme qui est à l'œuvre, c'est l'individu n'a sa place que dans une famille qui a un sens de l'honneur, une réputation, etc. Il n'y a aucune vision qui est plus juste que l'autre, c'est juste un paradigme, d'accord ? Donc, tout ce que je veux dire, c'est que dans le paradigme qui précédait en France le paradigme scientifique, il y avait cette idée que la créature n'avait aucun intérêt, ou n'avait pas le droit, même si elle ressentait qu'elle était vachement intéressante, c'est ce qu'Eckhart Tolle appelle la fascinante histoire de moi, en gros, on devait faire croire que ça n'avait pas d'importance. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que les gens n'y attachaient pas d'importance, ça veut dire que dans le paradigme dans lequel ils étaient, c'était mal vu d'y attacher de l'importance. Donc saint Augustin écrit non pas ma vie, mais mes confessions. Donc il parle à Dieu et il dit voilà pourquoi je m'autorise à parler de moi. En gros, c'est pour confesser mes petites atrocités intrinsèques.
Ensuite, vous savez que Montaigne fera pareil. Alors, quand je dis pareil, c'est évidemment caricatural, mais vous connaissez peut-être le préambule des essais. En gros, les essais, si on le met en forme contemporaine, Montaigne a inventé le blog. C'est un blog. C'est un blog super intelligent. C'est un mec qui prend son expérience et ça le fait réfléchir. Et comme il est super intelligent, il dit des choses super profondes et c'est top. C'est un bon blog en fait. Mais il n'y a pas de chronologie, c'est pas un bouquin, c'est bon voilà. Et au début, il s'excuse, il dit voilà, je me prends moi-même pour sujet de mon livre. Il n'est pas question, toi lecteur, de t'imposer un sujet qui a si peu d'intérêt. Donc tu as le droit de pas me lire. Donc ça montre quand même que voilà, tu pouvais pas écrire sur toi en disant c'est important en fait. Alors que maintenant il y a la autobiographie, comment j'ai vécu ci, comment voilà, sur tout ça, comme ma vie avec mon rhume, voilà. Donc mon problème de sinusite, hein, voilà. Tu vois les forums, c'est l'autobiographie permanente. Hein. Oui, moi j'ai vécu ça comme ça, blablabla. Bon voilà. Bon, il y a des très bonnes autobiographies, hein, ce que fait Annie Ernaux, je kiffe. Bon, j'avais expliqué à certains que ça allait tellement loin que dans le jansénisme, comme donc le jansénisme, en gros, vous en avez entendu peut-être parler sur un cours sur le XVIIe siècle, en gros, vous avez la religion chrétienne liée au Christ, vous avez le catholicisme et qui a été contesté par le protestantisme, évidemment, il y a plein, le luthérianisme, plein d'autres trucs, mais tout ça, c'est l'idée chrétienne liée au Christ, etc. Et le jansénisme est une forme au XVIIe siècle, un courant, on va dire, du christianisme, qui était particulièrement rigoureux et qui accordait particulièrement peu de place au bonheur terrestre. Et donc, je vous avais expliqué que l'idée, c'était que l'acte charnel étant un péché originel, parce que c'est déjà concevoir que la matière est importante alors qu'elle ne l'est pas, donc on est vraiment dans un paradigme hyper spirituel, voire mystique, être sur Terre, ça veut dire que tes parents ont accordé trop de place au charnel. Donc tu as un péché vivant. L'incarnation du péché. Et en gros, j'avais raconté cette histoire qui est une true story, que quand, les gens qui étaient des jansénistes durs, quand il y avait une mère qui perdait un enfant en bas âge, les mères recevaient des lettres de félicitations, genre « congrats, vous avez perdu votre enfant ». Et donc cette incarnation de votre péché n'aura pas le temps de subir la conséquence de ce péché, à savoir la vie comme une immense vallée de larmes et de douleurs. Soulagement pour lui, soulagement pour toi. Donc vous comprenez que dans notre paradigme actuel, c'est quelque chose, tu sais, t'as la mâchoire qui tombe, t'es là, ouais, carrément, tu vois, alors que nous, on en est, et c'est normal, à pleurer pour des fausses couches, quoi. On le vit, on le pleure, c'est un deuil, c'est pris en compte dans la psychogénéalogie. Je dis ni que c'est bien, ni que c'est mal, je dis que c'est une réalité vécue, quoi. Et eux, ils avaient une autre réalité vécue, parce que la réalité aussi prend ses racines dans un paradigme de croyance. L'illustration littéraire que vous en avez aussi de ce peu de cas de la vie terrestre, c'est la gloire qui est faite par son temps à la princesse de Clèves. Si vous le lisez bien, c'est passionnant. Pour un lecteur moderne, tu comprends pas. Tu te dis mais donc j'ai fait une vidéo dessus pour vous raconter toute l'histoire, donc vous pouvez rattraper ça sur internet, sur YouTube, et même par d'autres personnes qui racontent aussi bien que moi, voire mieux. Mais en gros, l'idée de la princesse de Clèves, c'est comment quelqu'un qui est incarné dans la vie terrestre et qui vit les plus belles des passions terrestres, l'amour partagé pleinement, un état de grâce de l'amour, en arrive à le refuser parce qu'elle sait que c'est humain. Et en gros, ce serait trop s'incarner. Et donc, elle va finir sa vie dans un couvent et mourir jeune. Et c'est un idéal de ce siècle de jansénisme, quoi. Et c'est pas un idéal foutage de gueule dans le genre, cette femme est con, voilà. Non, c'est quelque chose de vécu et ça a une certaine beauté, quoi, qui est difficile à percevoir, certes, mais qui est néanmoins présente. Donc là, c'était pour vous expliquer jusqu'à quel point le vécu dans le paradigme religieux était différent de ce qu'on vit aujourd'hui et à quel point il peut nous paraître étrange. Alors, du coup, comment on est passé de ça, en gros, à un paradigme où au lieu, donc je vous explique, c'est l'image que j'ai prise avec un groupe, en gros j'avais dit voilà, mettons que la vie terrestre c'est ce qui est constitué entre la vie et la mort. Vous commencez à partir du moment où vous naissez et après vous mourrez et ça c'est la vie terrestre, d'accord ? Si vous voulez, ce qui intéressait le dogme religieux, c'était tout ce qu'il y avait autour et pas le milieu, donc pas la vie terrestre. Et ce qui intéresse le dogme scientifique, c'est tout ce qu'il y a au milieu. D'accord ? Et aujourd'hui, on est en train de sortir de ce cloisonnement. Le truc, c'est que vous comprenez qu'à toute époque, il y a des gens qui s'intéressaient à ce qu'il y avait autour, mais qui sont quand même dit que c'était pas une raison de vivre comme de la merde dans cet espace-là. Et donc, ils ont transgressé.
Et ils ont commencé à faire crépiter l'intérêt pour la vie terrestre. Et petit à petit, rappelez-vous de ce qu'explique Kuhn, ça a fait sens, ça s'est institutionnalisé. Ça a séduit, ça s'est institutionnalisé. Et donc là, on peut commencer par citer De Vinci, donc Leonardo da Vinci, et le fait qu'il volait des cadavres pour pratiquer la dissection. Alors maintenant, on le sait, c'est considéré comme une star, Léonard de Vinci, parce qu'il transgressait l'interdit religieux et qu'il allait fouiller les piles de cadavres, parce qu'on n'enterrait pas tout le monde, faut pas déconner, les gens pauvres, laissez-moi rire. Donc il allait prendre des cadavres pour regarder comment était fichu l'être humain. Nous, maintenant, on trouve ça génial, splendide, il a fait avancer la cause, etc. En même temps, la contrepartie, attention, je ne suis pas en train de les comparer du tout, la contrepartie, c'est quand tu passes outre tout, tu arrives à Mengele. C'est beaucoup plus intéressant de travailler sur du vivant. C'est ça qu'il a fait, il a dit, travailler sur des cadavres, c'est pas suffisant parce qu'on voit pas le corps en train de vivre. Du coup, il a fait souffrir des gens, il leur a enlevé voilà, il a fait ses petits testings, quoi. Et si on enlevait le foie, est-ce que la personne arriverait à vivre? Bon, voilà. Et du coup, il a eu des conclusions. Vous savez qu'il y a pas mal de scientifiques de cette époque-là qui ont été rapatriés en Amérique pour continuer leurs recherches. Alors après, moi je suis pas du tout complotiste, c'est pas du tout ma came, c'est même pas ma forme d'esprit. Donc j'ai envie de vous dire, quand bien même il y aurait des vrais complots, je serais incapable de les voir. Je suis pas configurée pour ça. Mais il y a des choses qui sont acceptées, quoi. Voilà, que maintenant que tous ces gens-là sont morts, ça ressort, et effectivement, il y en a qui ont été récupérés. Après, il faut voir la chose toujours dans sa complexité, c'est-à-dire que c'était pas des gens qui étaient allés jusqu'à Mengele, mais des gens qui étaient dans le paradigme scientiste jusqu'à se transgresser ce que la créature pouvait encore avoir de sacré, ça a été fait. Bon. Et ça a été récupéré. Donc voilà, en tout cas, vous comprenez que maintenant on a récupéré cette part-là de Vinci, et effectivement, comment on dit, les dissections ont permis une compréhension de l'humain qu'il n'y avait pas avant. Et même ceux qui disséquaient, c'était super rigolo. De Vinci, franchement, étudier De Vinci, c'est du caviar, quoi, parce que c'est un homme qui s'interdisait de chercher sur rien, donc qui cherchait sur tout. Et quand vous avez une approche, je ne sais pas si certains ont approché ses carnets ou ces trucs comme ça, il a cherché comment on faisait pour voler, d'où venait le plaisir féminin, etc. Et donc, par exemple, vous avez, ça c'est juste pour faire une parenthèse ludique, mais importante, mais un peu plus plaisante, le mec a essayé d'expliquer scientifiquement pourquoi, quand on léchait le sein d'une femme, ça lui créait on va dire, des good vibes au niveau de son sexe. Et du coup, il a tracé des schémas. Vous avez des schémas de Vinci, et je trouve ça complètement louable d'essayer de comprendre un phénomène qu'on a devant soi par la science. C'est hyper louable, c'était génial. Mais du coup, vous regardez ça, c'est à mourir de rire, parce que vous avez un schéma comme ça avec genre le nerf qui part du bout du sein et qui va dans la techa. Et lui, il doit y avoir un nerf, tu vois. Donc du coup, il disséquait, il faisait bon, alors il est donc c'est bon. Faire des dissections, maintenant on dit ouais, De Vinci, cool, il a fait des dissections, ça veut dire aussi transgresser des choses dans genre dissection de femmes enceintes, etc., etc. Donc c'est quand même du super trash. Il y a quelques années, genre 6-7 ans, il y avait eu une exposition comment ça s'appelait, une exposition itinérante sur les modélisations en cire qui étaient faites à partir des dissections pour enseigner la médecine. Et je sais que cette exposition, donc qui représentait coupe transversale de la meuf enceinte, des trucs comme ça, elle a commencé à tourner en Europe et elle a été interdite. Et il faudrait voir les raisons de cette interdiction. Alors, est-ce que ça a choqué le public? Mais vous voyez que on n'est jamais arrivé à être dans un dogme scientiste total, sauf pendant la Shoah. Et vous savez qu'on en est quand même revenu, quoi. Donc ça a même été vous savez que dans l'amphi Shoah, enfin dans l'amphi sur la mémoire, l'amphi Shoah, ouais, c'est un peu trash. Attends, à quoi je voulais faire référence? Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Je reviens à mon sujet. Et donc, voilà. Donc, il faudrait se demander. Oui, dans l'amphi Shoah, je vous avais parlé, dans l'amphi mémoire, je vous avais parlé de la 4e blessure narcissique. Et je vous avais dit qu'il y avait un gars qui l'avait théorisé, un gars qui bosse sur la Shoah, Didier Durmark. Et il a dit, voilà, Freud avait dégagé 3 blessures narcissiques. Les blessures narcissiques de l'homme, c'est en gros, t'es pas au centre du monde, t'es un animal, donc Darwin, l'héliocentrisme, etc. Freud, en toute modestie, disait, la 3e blessure narcissique, c'est moi-même.
coucou, il y a l'inconscient, tu ne te connais pas, etc. Et Durkheim a ajouté la 4e blessure narcissique, qui serait le fait que si tu pousses à son comble la raison, tu arrives à l'horreur. Alors que si tu prends la philosophie d'Auguste Comte en 1842, qui croyait qu'en poussant la science à l'extrême, il y aurait plus jamais de souffrance humaine. Et en fait, ça a été, il y a une veine qui a démenti cette veine-là, quoi. Et ça a été une énorme blessure narcissique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, nous, on vit sur un paradigme qui est mourant, en fait, parce qu'il y a eu tout ça, et que donc la raison, on voit ses limites, on a vu la réalisation pleine et entière de Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les gens l'ont traversé, quoi. Donc, on ne peut pas y revenir à 1842 après Auschwitz. Hein, c'est quand même un point paradigmatique important. Donc voilà, je vous disais tout ça. Évidemment, la place de l'homme aussi est devenue beaucoup plus intéressante. Donc si je vous mets dans un même sac, pour faire vite, Darwin et Nietzsche, je pense que vous verrez rapidement. Il y en a un qui dit, évidemment il ne le dit pas, hein, on va voir qu'après c'est de la construction a posteriori, mais en gros ce qui a été fait de Darwin, c'est il dit que l'homme descend du singe, donc l'homme est un animal comme un autre, quoi. Il y a une base animale chez l'homme, etc. Et Nietzsche, c'est Dieu est mort. Donc l'homme est un animal sans transcendance. Donc à ce moment, il faudrait peut-être s'intéresser à ça, puisqu'on ne sait plus rien du reste. Dieu est mort, ça voulait dire qu'on était à un moment de la civilisation où on considérait que la croyance était une gêne pour l'évolution de la pensée. Et donc, la phrase « Dieu est mort », c'est évidemment un meurtre symbolique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transcendance, qu'il n'y a pas de Dieu. D'ailleurs, Nietzsche avait une dimension vachement mystique, vu ce qu'il écrivait. Si tu me dis que c'est un pur rationaliste scientiste, on va pas être super d'accord, quoi. On va peut-être faire des relectures conjointes. En tout cas, quand il dit ça, c'est pour refléter sa société qui maintenant va s'attacher à l'humain. Meurtre symbolique de Dieu. Et encore une fois, c'est pour ça, en fait, c'est ceux qui vulgarisent la pensée qui font de la merde. Parce que quand quelqu'un dit Dieu est mort, ça ne veut pas dire que lui n'y croit pas. Ça veut dire l'implicite de cette phrase, c'est il est temps de s'attacher à la vie terrestre. Point, quoi. Après, vous pouvez avoir des gens qui s'intéressent à la vie terrestre et qui croient en autre chose, ça n'empêche pas, d'accord ? Et c'est là que les choses se dégradent dans les paradigmes, c'est quand ça devient la pensée ambiante, les gens disent « je ne crois pas » sans y avoir réfléchi. Je m'intéresse à la vie terrestre, donc je suis matérialiste, mais au fond, vous n'en savez rien. Et en gros, quand vous voyez justement, c'est pour ça que la maladie m'intéresse autant, c'est que les gens qui traversent des maladies extrêmes, des trucs horribles, ils deviennent mystiques en fait. Ceux qui, après une rémission de cancer, il faudrait regarder des chiffres, etc., mais vous avez énormément de gens qui changent leur vision du monde, quoi. Je ne dis pas qu'ils deviennent mystiques, ce serait surinterprété, je n'ai pas de chiffres, donc je ne le dis pas, je reviens sur ce que j'ai dit, mais au moins de dire qu'ils changent d'attitude face au monde. Ça, c'est... Vous ne traversez pas une maladie en venant bas, comme vous revenez d'une sinusite en disant « bon, je suis moins fatiguée, je suis en pleine forme. » Voilà. Donc, voilà. Et donc, Darwin et Nietzsche. Donc, quand je dis... Donc, on va voir. On reviendra sur Darwin après, et je vous expliquerai ce que ça veut dire considérer que l'homme a une part animale, et à quel point c'est ce qui en a été fait qui est faux, et pas ce que Darwin a dit, et qu'en fait, on vit sur une caricature de Darwin qui n'est pas Darwin, et que Darwin était beaucoup plus ouvert que la science qui se dit découler de Darwin. Donc c'est ça qui m'intéresse, mais c'est exactement vous faire réentendre le crépitement darwinien qui était celui d'un chercheur et qui serait, à mon avis, catastrophé de voir que dans les écoles on dit « oui, nous on est darwiniens, l'homme descend du singe », alors qu'il y avait une mystique darwinienne et que c'était pas du tout un homme matérialiste, quoi. Donc c'est un peu douloureux. Et donc, je vais vous citer un exemple paradigmatique pour vous expliquer le primat du terrestre. Je voulais vous parler des greffes cardiaques. Mais on a une d'entre vous qui bosse sur les greffes du rein. C'est franchement, enfin, si ça vous intéresse, il faut lui parler. C'est Roxane. Roxane, voilà, je t'ai affiché. Voilà, donc, parce qu'apparemment, elle m'a dit qu'en Iran, c'était devenu institutionnel, pris en charge par les institutions, donc je le dirais moins bien qu'elle, le fait de donner son rein pour de l'argent. Parce qu'il y avait des manques de reins, et que du coup, il y en a qui ont l'impression de servir une cause humaine, donc ils donnent leur rein, et en même temps, on leur donne de l'argent, et voilà. Et donc c'est institutionnalisé. Moi, je ne savais pas du tout, et je trouve ça hyper étrange. Enfin, vous comprenez que c'est dérangeant. Ça veut pas, moi, je ne suis même pas encore en capacité de penser si c'est plutôt bien ou plutôt mal. Ça doit être les deux pour différentes raisons. Mais ça existe, et c'est très, très, très riche de réflexion, quoi.
Et du coup, donc moi, je voulais vous parler de la greffe du cœur, et qui reprend un petit peu cette question de la transgression. Et en fait, la question de la greffe du cœur transgresse le principe qui a été longtemps celui de la religion, que le cœur était le siège de l'âme. Vous vous rappelez, ceux qui ont fait avec moi la chanson de Roland, que Roland lui arrache l'âme. Donc il prend un sarrasin, il lui arrache l'âme. donc il plante les pieux dans le cœur, et donc comme l'âme est là, pef, il arrache l'âme. Bon. Donc la religion a souvent dit que l'âme était dans le cœur. Mais évidemment, personne n'en sait rien, et en fait, c'est juste parce que c'est une schématisation idiote d'un truc qui est que on ressent des contractions dans le cœur. Enfin, quand vous aimez, vous savez que ça se traduit par des battements cardiaques. Mais du coup, c'est ce lien de cause à effet qui a créé le fait qu'on a pensé que le cœur était le siège des émotions. Mais évidemment que c'est une représentation, hein. C'est comme la réincarnation, c'est des représentations, c'est pas des principes qui existent. C'est la représentation de quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser avec notre langage, parce que ça n'est pas quelque chose de terrestre et de vécu. Et donc, on simplifie, on caricature. Et après, ceux qui sont contre disent « Ah, qu'est-ce que c'est caricatural? Vous croyez vraiment que vous avez un petit être humain dans votre cœur qui a un homme ?» La croyance. Alors qu'en fait, vous, tout ce que vous affirmez, c'est que vous avez... être amoureux avec le cœur, avoir le cœur qui bat, vous pouvez dire, si vous êtes matérialiste, que l'amour n'existe pas. Ça n'existe pas, l'amour. Dans le matérialisme, l'amour n'existe pas. Il est où, l'amour? Mais vraiment, il faut changer d'échelle pour comprendre la bêtise des choses, en fait. D'accord? Il est où, l'amour? L'amour n'existe pas. Voilà. C'est un concept. Donc, si vous êtes purement matérialiste et que vous ne croyez pas en Dieu ou à la transcendance, comme Dieu est une figuration de l'élévation de l'être, l'amour n'existe pas non plus, puisque l'amour, c'est une élévation de l'être. Donc, on y va. Hein. Là, je vous donne des arguments quand vous êtes bloqué avec un rationaliste à un mariage, tu vois. Voilà, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, en fait. C'est pour ça que je dis à un mariage, mais ça peut arriver aussi au repas de famille, voilà. Ou que vous êtes en pleine réflexion avec vous-même, donc avoir des auto-contre-arguments. Voilà, et donc je vous expliquais donc, cette histoire de cœur qui était le siège de l'âme, c'était évidemment une figuration. Évidemment, si vous faites la dissection du cœur, vous n'allez pas trouver un petit bonhomme qui va faire laisse-moi m'envoler. Voilà, quoi qu'il y a des variations énergétiques selon certains, blabla. Donc, il y avait cette idée. Et donc, en fait, on avait déjà la greffe du rein qui date plutôt des années 30-40, etc. Mais le cœur, c'était un peu problématique. Voilà, on n'osait pas. Donc, comme on n'était pas encore dans l'antispécisme, et qu'on considérait encore comme les animaux, en fait, ce que les gens ont fait pendant la Shoah, les Mengele et compagnie, c'est faire sur des humains ce qu'on faisait sur des animaux, hein. Donc après, ça dépend de la conception que vous avez des animaux. Est-ce que c'est des êtres inférieurs parce qu'ils n'ont pas de conscience, etc. Mais si vous êtes dans le décloisonnement un peu comme je le suis, au moins réfléchissez-y. Parce que la science du 19e et du 20e siècle, ça a été un énorme massacre, ça a été de la torture appliquée voilà. Alors, est-ce que c'est nécessaire au nom de la science, etc. Pareil, moi ça, j'ai même pas forcément de réponse personnelle, mais je dis que c'est un sujet de réflexion incontournable. Donc voilà, donc il y avait voilà, on avait tout transgressé. En gros, on avait massacré des souris, on avait massacré des porcs, on avait massacré des vaches, on avait tout massacré de leur vivant, etc. Allez, c'est de vivre sans rein, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, bon, donc des trucs sympas. Du coup, quand vous allez manger des rognons, vous allez penser à ça. Et il restait, donc on avait fait toutes les horreurs possibles, peut-être pour la bonne cause, mais elles avaient été faites, transgressées, sans voilà. Les capes avaient été passés un par un, et là on se trouvait face à la greffe du cœur. On avait la technique, il y avait des chiens qui vivaient avec des greffes du cœur, des souris qui vivaient avec des greffes du cœur, ou autre, quoi. Enfin, ça a été testé et prouvé sur les animaux, mais on n'osait pas le faire sur de l'humain. On se disait, l'humain, il y a l'âme, donc par tradition, ça posait problème. Et il y avait aussi cette idée de mort liée à l'arrêt du cœur. Et vous savez que pareil, la mort n'existe que par des définitions, et d'un individu à l'autre, même proche dans l'espace, pareil, vous pouvez faire le test, demandez une définition dans votre entourage, vous êtes 10, vous vous mettez à 10, vous écrivez sur un papier chacun votre définition de la mort, et il y en a qui vont prendre, là vous allez retrouver mes éventails de sens, mes putains d'éventails de sens, de méthodologie, vous allez retrouver la mort sous l'angle biologique, ceux qui vont dire c'est l'arrêt du cœur, la mort sous l'angle psychologique, c'est quand quelqu'un, tu vois, il y a des gens qui disent oui mais en fait il était déjà mort,
Les gens, quand vous allez visiter quelqu'un qui est vraiment en phase terminale à l'hôpital et qu'on vous dit il est plus là, c'est plus lui, arrêtez de vous attacher. Donc est-ce que c'est ça la mort, ou est-ce que vous êtes croyant et que la mort c'est quand quelqu'un passe à un autre état, et en fait voilà, quand vous avez la définition du dictionnaire, c'est juste qu'il y a eu un consensus sur un paradigme, point. Voilà, donc il y a une définition officielle, mais la mort n'existe par aucune définition, elle n'existe que par des prismes définitoires qui se recoupent et se complètent, ou se contredisent d'ailleurs. Et du coup, donc il y avait celui qui avait testé la greffe du cœur sur les animaux et qui était parvenu s'appelait Shumway, donc il était américain, c'est écrit au tableau. Et le truc, c'est qu'il le faisait alors qu'il y avait une loi en Amérique qui disait que la mort, c'était l'arrêt du cœur. Qu'on ne pouvait concevoir qu'un individu était mort que si son cœur s'était arrêté. Et vous comprenez bien que si tu fais une greffe de cœur, le cœur, à un moment, il bat pas, puisqu'on te l'a enlevé pour en mettre un autre. D'accord ? Donc, il y avait une... Voilà. Et donc, il n'a jamais osé le faire sur des humains. Mais il avait pour assistant un gars qui s'appelait Christian Barnard, c'est écrit au tableau, Christian avec plusieurs A, qui était de nationalité, qui était originaire d'Afrique du Sud, et qui faisait sa formation dans un hôpital américain, auprès du mec qui s'appelle Shumway, et qui lui a tout appris. Une fois que Barnard a fini sa formation, il est rentré en Afrique du Sud, où il n'y avait pas cette loi qui disait qu'on ne pouvait pas considérer que quelqu'un était mort si son cœur, tant que son cœur n'avait pas cessé de battre. Et donc il a juste appliqué la méthode Shumway à de l'humain en Afrique du Sud où il n'y avait pas cette loi. Et ça a été la première greffe du cœur. Bon, le mec a survécu peut-être 3 jours, quoi. Il faudrait regarder. Parce que c'était un peu... il faut voir dans les conditions dans lesquelles tout ça a été fait. Et donc, c'est lui qui a été hyper médiatisé pour les greffes du cœur, etc. Pensez que dans le panthéon de la pensée, et même dans le panthéon réel, les raisons de l'intronisation des stars de la pensée est souvent assez obscurément idéologique et pratique, d'accord ? C'est pas souvent les meilleurs chercheurs, les plus dévoués, les plus désintéressés qui sont panthéonisés. En général, comme ils acceptent d'être désintéressés, on les oublie rapidement, parce qu'on préfère mettre quelqu'un d'ambitieux à la place. Et donc, si vous lisez des biographies les plus poussées, sur les Pasteur, les Freud, etc., c'est des gens qui voulaient rester à la postérité et qui ont tout fait pour, et qui n'ont pas hésité à se mettre dans l'institution alors qu'ils avaient d'autres croyances mais qu'ils n'ont pas défendues, à choper les recherches qui étaient en cours et à les revendiquer en les poussant juste un petit peu. Donc il y a eu des petites transgressions éthiques parmi pas mal de nos panthéonisés de la science, panthéonisés symboliquement, de ceux que vous observez, à qui on fait des bustes, à qui qui illustrent vos bouquins d'histoire, de philosophie, etc. C'est pas très beau, quoi. Donc du coup, il y a des histoires des désintéressés. C'est un petit peu, si vous voulez, moi ça me fait penser à ce qui se fait au niveau de l'éducation historique. Vous savez qu'il y a l'histoire des vainqueurs, et maintenant on est un petit peu dans l'histoire des vaincus. On essaie de voir que c'est pas parce que le mec a remporté une guerre qu'il était forcément flambant. C'est un petit peu ce que fait Reinhardt. Dans son bouquin, quand il essaie de dire c'est pas parce qu'on a gagné, que Charles Martel a dégagé les Sarrasins que ça aurait pas été mieux de vivre avec des Sarrasins à cette époque-là où ils étaient quand même beaucoup plus émancipés que ce qui se passait en France à la même période. Donc une espèce de et j'aimerais bien que ça gagne un peu aussi le champ scientifique. Parce que c'est quand même, ça devient vraiment de l'endoctrinement de bêtes brutes, quoi. Donc il faudrait que ça change un petit peu et qu'on redonne un petit peu leur place à ceux dont on va parler plus tard et qui sont pas les Christian Barnard, quoi. Et Christian Barnard, effectivement, il a une belle gueule, il a été médiatisé de ouf, etc. Et l'autre Shumway, regarde sa gueule, tu fais un différentiel de gueule, tu comprends qu'il y en a un, ça va passer, et l'autre, ça va moins passer. Donc il y a aussi, on est quand même dans un monde, on parlait de Guy Debord l'autre fois, la société du spectacle, on est là-dedans, on est dans la représentation, etc. Donc il faut pas tout le temps se laisser prendre au piège non plus. Donc voilà, et donc vous voyez comment le tâtonnement de la recherche s'est inscrit dans ce changement de paradigme, c'est-à-dire que petit à petit, il a fallu transgresser des choses qui appartenaient à l'ancien paradigme. Vous voyez que ça a duré, là on est sur une date symbolique de 1967. Donc la loi a été changée pour mort cérébrale en Amérique. Donc la mort, c'est la mort cérébrale en 1968.
Donc ils ont dû l'avoir là, l'histoire de Christian Barnard. Donc ils ont dû faire un petit switch. Et là aussi, ça vous fait remarquer que voilà, les lois sont pas non plus changées parce qu'il y a vraiment des injustices sur Terre et qu'il y avait énormément de personnes qui avaient besoin de greffe. C'était aussi parce que on avait eu mauvaise à cause d'une loi un petit peu archaïque. Donc il faut voir les choses un petit peu aussi sous cet angle-là. Donc en gros, voilà pour cette première partie. Il y a eu un vrai miracle. Il n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu de changement de paradigme. Ce changement de paradigme, il ne date pas du XVIIIe siècle. De Vinci faisait déjà des dissections. Et donc, il y a toujours eu dans le paradigme religieux des gens qui étaient curieux sur l'amélioration de la vie terrestre, et ça ne les empêchait pas d'être croyants. De Vinci était un grand mystique aussi. Et il y a toujours eu dans le paradigme scientifique des gens que ça n'empêchait pas d'être croyants. Et ce que je trouve problématique, c'est la honte des croyants d'être croyants dans l'installation du paradigme scientifique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les médecins n'ont plus eu le droit d'être croyants. C'est-à-dire que c'était mal vu que quelqu'un soit chrétien, machin, etc. Et c'est ce que racontent tous ceux qui en sont revenus. Vous avez parlé en amphi de Eben Alexander, le neurochirurgien qui avait fait une méningite de ouf, qui avait perdu toutes ses capacités et qui les avait retrouvées et qui lui-même, en voyant ses scans, avait dit ça marche pas, ça peut marcher, etc. Bon, lui, il disait qu'en gros, comme il était médecin, il n'était pas croyant. Jusqu'à cette expérience-là bizarre, quoi. Et en plus, c'est idiot de dire croyant, pas croyant. D'accord ? Parce que, pareil, il y a tout le crépitement. Je ne saurais pas vous dire si je suis croyante ou non. Ça dépend des définitions. C'est vous qui allez dire, vu ce qu'elle nous dit, elle est croyante. Vu ce qu'elle nous dit, elle n'est pas croyante. Parce qu'il y en a qui vont considérer que dire que Dieu, c'est un schéma pour figurer autre chose que l'humain, il y en a qui vont considérer que c'est déjà dire que Dieu existe sous une autre forme, donc que je suis dans la religion. Et il y en a qui vont être religieux et qui vont dire non, à partir du moment où tu dis que Dieu n'est pas Dieu, t'es pas religieux. Donc je saurais même pas vous dire. Je peux vous dire vous faire une profession de foi. Enfin, en plus c'est des termes compliqués, mais donc vous dire ce que je pense. Mais moi-même, je ne saurais pas vous dire si je suis croyante ou pas. Donc c'est bien qu'il y a quand même... Et il faut arrêter de penser en catégories, parce que c'est comme ça qu'à partir du moment où vous dites « je suis croyant », on vous dit « ah, donc tu crois ainsi et en ça, et donc tu ne crois pas ainsi et en ça. Mais quand même, la médecine a fait beaucoup de progrès. » Et merde, quoi, enfin... Pardon, c'était très 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 grossier de ma part. Voilà, donc je vais donc on va passer à un deuxième chapitre dans lequel il est question de l'institutionnalisation de ce paradigme scientifique et de comment il a pu aboutir. Donc en gros, la prochaine partie, c'est l'institutionnalisation du dogme, comment ça a pénétré les institutions. Et donc là, ce qu'on va faire pour finir le cours, c'est que je vais vous faire un inventaire des grandes structures, donc ça va prendre 5 minutes. Et après, on va voir dans une deuxième étape de cette réflexion comment le fait de s'être construit à contrario de la religion a conduit la science à perdre, à une déperdition de ce qu'elle aurait pu faire de bien, à la dégrader en fait. Donc en fait, la science s'est construite et elle a fait des trucs merveilleux. Et en gros, la continuation de ce truc merveilleux dans un truc altéré, dégradant, etc., pour moi, c'est la conséquence du fait qu'elle ait voulu absolument se positionner à contrario de ce qu'il y avait avant, en disant « nous, on est scientifiques, donc on n'est pas dans la religion, on est dans la science, on n'est pas dans la croyance ». Et en fait, de vouloir écraser ce qu'il y avait avant en disant « pour que nous, on ait pignon sur rue, ce qu'il y avait avant était forcément nul », ils se sont fermés des portes qui auraient pu faire de la science actuelle quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'en ce moment, on est en train de la mettre en cause pour ses limites. Et je pense qu'elle aurait pu éviter ses limites. Donc, et du coup, on va revenir dans ce moment-là, au moment des Lumières, et à partir de quand les Lumières, qui n'étaient pas encore dans un paradigme scientifique, ont permis des choses formidables pour l'évolution du dogme du paradigme scientifique, et comment c'est les pratiquants du dogme scientifique qui l'ont détérioré. De la même manière que c'est les pratiquants de la religion qui ont détérioré la religion, et non pas les premiers, et pas Jésus, quoi. C'est pas la faute à Jésus, d'accord ? Si vous lisez, moi je continue de le dire, vous savez comme les évangiles sont tabous, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'en mets volontairement au grand O, parce que c'est de la philosophie pure, hein.
Donc, à partir du moment où on peut étudier les Védas des rishis, donc les textes orientaux mystiques, que même quand vous achetez vos thés, maintenant, vous avez dans la marque Yogiti, vous avez la phrase de sagesse de Krishnamurti, enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Donc ça, c'est partout. Et par contre, les évangiles, c'est nulle part. Tu prends des phrases de Jésus, ça te tue, quoi. Il a cité t'as des pures citations chez Jésus, quoi. Et pourtant, vous n'avez pas d'inventaire de citations de Jésus, sauf dans, je sais pas, je crois en Dieu.com ou des trucs comme ça, ou chrétien pour toujours, Christian forever, ou j'en sais rien, enfin, dans des trucs de caste, quoi, où on va pas, enfin, où moi je vais pas volontiers. Et donc, en gros, bah, c'est horrible, parce que vous êtes déjà tombé à Sciences Po sur un sujet de Jésus. Tabou. Voilà, non, en fait, je vous dis la réponse, vous l'avez pas dite, donc non. Genre, Jésus a dit, alors que je sais pas, les animistes, les philosophes animistes, on vous les donne, c'est pas de problème ça, l'animisme. Les arbres qui parlent, tu vois. Bon, moi, je suis plutôt fan de ça avec les chamanismes, etc. Mais voilà. Bref, on passe de ça et donc je vais vous montrer comment c'est la pratique de la science qui a dégradé la science, tout comme la pratique de la religion a dégradé la religion. Mais que l'origine de la science et les scientifiques qui ont jeté les bases de l'esprit scientifique, ou même les penseurs qui ont jeté les bases de l'esprit scientifique, ont fait quelque chose d'extraordinaire, tout comme ceux qui ont jeté les bases, enfin qui ont permis de faire sentir le crépitement de la spiritualité, ont fait des choses époustouflantes. Et le problème, c'est la dogmatisation religieuse et les pratiquants qui s'en foutent en fait de ça. Et du coup, on revient à ce schéma entre la vie terrestre entre deux pôles et le fait que les deux sont absolument compatibles. Donc, je vous dis, et après, je vais vous faire une approche plus kuhnienne, c'est très moche de dire kuhnienne, du rapport entre les deux dogmes. Donc, je vais prendre dogme scientifique et dogme religieux, et je vais essayer de voir une transversalité pour vous montrer l'application du précepte kuhnien et du précepte d'Illich, quoi. Donc, vous le mettre en pratique. Donc, en gros, je vous donne quelques repères par rapport à l'institutionnalisation. Donc, en gros, en Amérique, en 1910, a été lancée une immense campagne d'observation du monde médical. En gros, vous avez des fondations de gens pétés de thunes. Enfin, si je te dis Rockefeller, tu vois que c'est pas la misère humaine. Et Carnegie, donc voilà, donc des gens bien pétés de thunes, qui ont demandé à ce qu'un rapport soit fait sur l'état de l'hygiène et de la santé aux États-Unis. Et c'est ce qui a été appelé le Flexner Report. Donc vous avez ça au tableau, voilà. Tu vois, donc je suis pas super en retard en fait, c'est bien, je suis pas trop en retard. Donc voilà, donc en 1910 a été commandé et financé par ces gens-là une étude de faire le point sur la manière, plus précisément, dont était enseignée la médecine et donc quelles pratiques médicales en découlaient. Et en fait, il y a eu cette étude a révélé que sur 650 écoles scolaires, écoles scolaires, ce serait un peu con, sur 650 écoles médicales, il n'y en avait que 50 qui donnaient une vision à peu près moderne de la science telle qu'elle commençait à être perçue de manière paradigmatique. En gros, c'est l'hygiène. Vous voyez, par exemple, est-ce que les conditions d'hygiène sont respectées ? Dans 600 cas sur 650, non. D'accord ? Et du coup, il y a eu une grande campagne. Alors, à quoi c'était dû ? En gros, pour vous expliquer. Qu'est-ce qui se passait ? L'idée, c'était qu'il y avait eu la guerre de sécession et en réponse aux besoins, il y avait eu énormément d'infirmiers de fortune formés sur le terrain. En gros, tu avais un mec qui venait de se faire massacrer une jambe piétinée par des chevaux, il fallait lui couper la jambe, il n'y avait qu'un seul médecin et le mec demandait au mec du coin qui allait pas trop tomber dans les pommes de l'aider à tenir le mec, etc. Et ce mec-là, après, il avait suivi le mec sur les champs de bataille, il avait appris 2-3 trucs de son savoir-faire et donc il avait mis une plaque sur sa porte, c'est pas forcément, c'était pour aider dans la plupart des cas, en disant voilà, j'ai quand même un petit savoir-faire médical et donc après ça faisait des écoles et il a enseigné les pratiques d'amputation façon champ de bataille, donc genre c'est facile, tu lui mets un truc entre les dents, tu lui bourres la gueule et tu coupes avec une scie. Voilà, donc vous comprenez que c'était pour aider quoi, mais au bout d'un moment à une époque où on pouvait envisager une professionnalisation à large échelle, et ça a été il y a eu une volonté de faire le tri.
Et du coup, suite au Flexner Report, il y avait 650 écoles de médecine et il y en a 600 qui ont été décrétées comme ne pratiquant pas une forme de médecine acceptable. En général, le problème, c'était les conditions d'hygiène. Globalement, entre 1880 et 1920, c'était la grosse période de l'hygiène. On le verra avec Pasteur dans le cours prochain, enfin demain donc. Mais c'était donc ceux qui ne le respectaient pas, c'était visible tout de suite. Si tu nettoies pas ton plan de travail avant de faire la cuisine, tu comprends que si tu voilà, c'est encore plus grave pour une amputation. Bon. Et donc, 50 écoles de médecine officielles sont agréées, on va dire. Et du coup, en découlent certains principes qui vont définir qu'est-ce qu'est une école de médecine. Et ces principes qui découlent donc du Flexner Report ont été universalisés en 1978. Donc là, je vous la fais brève, c'est une histoire des institutions. Vous avez compris que ce n'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Vous retrouvez ça sur Internet, vous pouvez faire les recherches de votre côté. Donc ça, c'est très facile pour tout ce qui est institutionnel, pour le coup. Et donc, en 1978, il y a eu un rassemblement sur ce sujet à Alma-Ata. Alma-Ata, c'est une ville au Kazakhstan qui s'appelle Almaty, je ne sais pas comment on dit maintenant, voilà. Qui a décidé d'uniformiser, d'étendre les pratiques énoncées par le Flexner Report à l'ensemble du monde. Et vous savez qu'en parallèle, en 1948, avait été mise sur pied l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, à partir du moment où tu as mondial, ça veut dire que le paradigme n'était plus juste celui de quelques pays par-ci, par-là. C'était la volonté de dire que le paradigme dans lequel s'inscrivait l'Occident du XXe siècle était un paradigme universel. Et vous savez, si vous faites concorder les dates, vous comprenez qu'il y a toute la question des post-colonialismes, etc. Et donc de tous les choix qui ont pu être faits, puisqu'on avait imposé une médecine qui n'était pas celle des populations dans lesquelles il y avait des colonies, sur une autre médecine préexistante. Et donc c'est toute la problématique, il y a la problématique des Sangomas, des Zoulous en Afrique du Sud, pour la question de là j'ai débordé, mais la question de la décolonisation et de la médecine. Vous avez un roman d'Amadou Kourouma qui raconte très bien ça, qui s'appelle Le Soleil des Indépendances, donc un auteur africain, Amadou Kourouma, K-O-U-R-O-U-M-A, qui s'appelle Le Soleil des Indépendances, et où il raconte donc la problématique intériorisée de l'avènement d'une médecine qui est censée être mondiale dans un pays qui a des croyances différentes de celles du paradigme ambiant, on va dire, dans le monde occidental. Donc tout ça a égalisé. Et vous savez qu'après s'ajoute à ça tout un tas de choses. L'ordre des médecins, qui a été créé sous Pétain, mais sous le régime de Vichy, mais qui avait ses racines dans la post-révolution, le mouvement, les idées post-révolutionnaires, celles qui découlent directement de la Révolution. Cette idée de créer une caste des médecins pour que les gens ne puissent pas faire n'importe quoi, aller chez les gens et les tuer, en disant « mais je faisais juste un exercice de la médecine ». Donc, cette question-là. Et le CIM, donc la classification internationale des maladies, qui a toujours pignon sur rue. Et là, en fait, donc je finis sur ces mots-là. Donc je prends encore 1 minute, il est 56, c'est un peu serré, mais voilà. Je termine en vous disant, pour vous montrer un peu la relativité de la chose, l'Organisation mondiale de la santé, donc elle est quand même très puissante, et vous savez qu'elle a été mise en cause notamment sur les campagnes de vaccination obligatoires. Et vous savez que, je ne sais pas si c'était comme ça pour vous, mais nous, il y avait vaccination à l'école. Ce qui est genre, tu n'as aucun droit de réflexion. Alors que maintenant, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais pour ma fille, donc je ne sais pas, il faudrait voir jusqu'à où ça s'étend, mais le carnet de santé doit être à jour, mais la vaccination ne se fait pas sur place. Donc vous voyez tout ce que ça implique, que l'école soit obligatoire et qu'on y fasse vacciner les enfants. En bien et en mal, parce qu'il y a eu des moments où ça a été vachement bénéfique, il y a eu des moments où c'était vachement négatif. Ça dépend du vaccin, ça dépend des parents que tu as, ça dépend de tout un tas de paramètres. Tout ce que je veux, c'est une prise de conscience sur tout ce qu'il y a une marge de réflexion là-dessus, c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Et donc, pensez à ça, donc l'OMS avec la question des campagnes de vaccination, qui ont sauvé des millions de gens, mais qui impliquent aussi que tu n'as pas le droit de réfléchir. Et dernière chose, la classification internationale des maladies, qui comporte en son sein la preuve qu'une institution
est vouée à réflexion permanente, puisque l'hystérie définie par Freud était encore dans la classification internationale des maladies jusque dans les années 70. D'accord ? Donc l'hystérie, le fait que t'es une femme, t'as un utérus, t'as des convulsions, c'est parce que t'es une femme, t'es folle, t'es barjot, c'est lié à ton utérus, c'est normal. D'accord ? Alors qu'il y a une hystérie masculine, mais vous voyez bien que s'il y a une hystérie masculine, elle n'est pas liée à l'utérus, quoi. Donc l'origine même du mot est problématique. Je vous rappelle aussi que idéologiquement, la question du changement de sexe des transgenres, d'accord, se confronte à l'Organisation mondiale de la santé et surtout à la classification internationale des maladies, parce qu'il y a des médecins qui disent encore que ça relève de la maladie et qui renvoient à certaines définitions données par la classification internationale des maladies dans les maladies mentales. Et évidemment, la bipartition entre maladie physique et maladie mentale, là encore, vous en avez pour 20 ans de votre vie à réfléchir sur cette question, et encore, c'est si vous en avez marre que vous arrêtez, quoi. Voilà, donc merci d'être venu, merci d'être resté, et à demain, j'espère que vous serez là aussi. Merci d'avoir applaudi pour la personne qui a applaudi. Et à demain, je crois que c'est même heure, donc midi, mais je crois que c'est pas même amphi. Bonne journée, bye bye.